La matinale de Bichon TV. La matinale de Bichon TV C'est l'émission qui réveille tes chantiers. et qui valorise la filière du bâtiment. La matinale. Et salut à tous, salut les bichons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle matinale sur Bichon TV qui, comme d'habitude, sera également disponible très prochainement en podcast sur toutes les plus grandes plateformes du monde. Et nous sommes le 20 décembre. Dans 5 jours, c'est Papa Noël. Aujourd'hui, on va parler ensemble des démarches qu'il faut faire quand on a des projets de travaux. Alors, ça va aller du PLU au géomètre, à l'archi, au plan, à partir de quand on sait qu'on pose une déclaration préalable, qu'est-ce que c'est qu'une déclaration préalable, si je veux faire un pool house de 220 mètres carrés, est-ce qu'il faut que je pose un permis de construire ou est-ce que je peux faire ça sans rien demander à personne? Avec moi pour parler de tout ça autour de la table, j'ai la chance d'avoir des intervenants merveilleux. D'abord, Christian Denis à la communauté de communes. Comment vas-tu, Christian ? Très bien, impeccable. Très bien, impeccable. Dis donc, j'avais envie de te dire, on doit souvent te demander de faire le Père Noël, non ? Ouais, et je vais le faire Tu vas le faire jeudi. Voilà. Ah bah écoute, c'est super. À ta gauche, on a Sylvain Giraudier, architecte. Comment vas-tu, Sylvain ? Oui, très bien aussi. Très bien. Et en face de toi, nous avons Christian Toinon, géomètre expert. Merci Laurent, ça va bien aussi. Ça va, tout va bien, tout. Alors les gars, on a voulu vous faire venir parce que vous êtes pas loin, mais surtout parce que vous êtes experts dans vos domaines et nos bichons ont besoin d'expertise. Impossible pour moi d'omettre Anthony. Comment vas-tu, mon Anthony ? Bonjour les bichons, bonjour Laurent, ça va très bien, bien entouré. Bien entouré, Anthony, expert outillage, mais on a voulu le faire venir d'abord parce que c'est en train de devenir un petit peu mon compagnon de cantine, hein, comme dirait l'autre, mon compagnon de jeu. Toi, tu es en train aussi d'avoir un projet immobilier, donc tu as 1 million Exactement. de questions. Voilà. Et donc, tu es le reflet parfait de monsieur et madame tout le monde qui ont des travaux à faire et qui rêveraient de poser des questions à tous ces messieurs. Exactement. Comme d'habitude, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, on va se faire une petite gazette. L'actualité du bâtiment sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Alors, on va commencer cette gazette en répondant à quelques petits sondages. Alors, on n'aura pas aujourd'hui les visuels en vidéo, mais vous inquiétez pas. Si vous nous écoutez en podcast ou si vous voulez voir ces visuels, ils seront disponibles très rapidement sur les réseaux sociaux. On vous avait posé des questions dans le dernier sondage et notamment une question liée au retard de paiement. La première question, c'était à quelle fréquence êtes-vous confronté à des retards de paiement ? Eh bien, vous avez été 32% à nous dire 1 à 2 fois par an. Et environ 18% quand même, l'extrême opposé, à nous dire plus d'1 fois par semaine. Donc, c'est quand même embêtant. Mon Anto, parce que c'est quand même important de rappeler à la terre entière qu'un professionnel du bâtiment n'est pas un banquier. C'est ça, il a peut-être autre chose à faire. Il a peut-être autre chose à foutre que de courir après son pognon. Oui. Donc, en tout cas, ce sont des indicateurs assez représentatifs de ce qu'on constate quand on discute avec les professionnels qui nous entourent. La deuxième question, c'était les retards de paiement sont-ils plus fréquents en cette fin d'année ? Vous avez été 62% à nous dire non, en disant que toute l'année, c'est un peu le même bordel. Il y en a quand même 38% qui nous ont dit oui. Et ensuite, on vous avait posé une dernière question, une question qu'on étoffera sur les réseaux sociaux, puisqu'alors là, on a eu des centaines de réponses. Je pense qu'il y avait le camp du client et le camp de l'artisan. La question posée, c'était pour ou contre proposer des facilités de paiement aux clients. Et vous avez été 50% pour et 50% contre. Alors, les débats ont été houleux. D'habitude, on a la chance de pouvoir afficher les réponses. Encore une fois, foncez les voir sur les réseaux sociaux, ça vaut le coup, puisqu'on a des gens qui nous ont écrit carrément des tirades, des romans de 20 lignes en nous disant « Moi, je suis pour parce que patati » et d'autres qui disaient « Moi, je suis contre parce que ». Est-ce que vous aussi, ce sont des questions qui vous parlent ? Oui, bien sûr, on est confronté à ces problèmes toute l'année, mais d'une façon générale, ça se passe pas trop mal. Et puis, les clients sont dépendants de la livraison qu'on va faire des documents, je vous l'expliquerai peut-être après. Et donc, forcément, on est payé, puisque sinon, ça avance pas. Si on livre pas, si on débloque pas les documents,
Rien ne se fait par la suite. Ça, c'est une force que vous avez peut-être un peu dans vos métiers. Hein. C'est un peu comme le notaire ou quoi que ce soit. Tu peux pas partir sans payer, sinon t'es marron. Hein. Exactement. Puis parfois, c'est même le notaire qui nous paye dans le cadre de partage. Donc là, on n'est pas là pour parler de ça, mais Oui. parfois le notaire a 2-3 sous sur le compte l'arrière-grand-père, voilà, la succession peut nous régler directement. Bien. Des notaires qui ont 2-3 sous sur le compte, j'en ai jamais bien vu. Non, je rigole. Je t'ai pas demandé ton avis, excuse-moi Sylvain. Toi, c'est un peu pareil finalement que Christian. La même chose que Christian. Donc sur les phases administratives, on a un peu le même pouvoir. Tant qu'on n'est pas payé, on peut ne pas déposer. Donc pas de problème de retard de paiement. Et après, sur les phases, on va dire plus de maîtrise d'œuvre, oui, ça se présente de la même manière, 1 à 2 fois par mois, où on a 2-3 règlements qui traînent. C'est généralement redondant avec les mêmes clients. Et puis on a 80% des clients qui nous payent très bien, il n'y a pas de souci. Oui, après, généralement, ça reste quand même quelque chose de raisonnable. Hein, voilà. Donc, le contenu de la Gazette aujourd'hui, je vais vous le résumer très rapidement, c'est la crise économique. Alors, on n'arrête pas d'entendre parler dans tous les médias liés au bâtiment, sur toutes les émissions de radio, de télé, la crise du logement. La crise actuelle suscite des inquiétudes quant au soutien gouvernemental du secteur. On prévoit des chutes de plus de 20% des mises en chantier. On prévoit une année 2024 qui fait froid dans le dos. Et tous les syndicats actuellement montent au créneau pour demander des maintiens de prêts à taux zéro, pour demander des maintiens de primes rénov', pour demander ci, pour demander ça. Alors ça, c'est un résumé bien évidemment très bref et synthétique de ce qui se passe en ce moment autour de la crise du logement. Bien sûr, comme d'habitude, on vous mettra toutes les sources et les liens dans la description, puisque 100% de nos infos sont factuelles. Toujours est-il que, comme à notre habitude, je vous soumets donc la première analyse. Est-ce que cette crise du logement, entre guillemets, n'est pas liée à un phénomène artificiel de l'État et de certaines entreprises elles-mêmes? Prenons l'exemple, par exemple, de ma prime rénov', etc., qui va booster artificiellement la conjoncture, booster artificiellement l'emploi, à tel point qu'on a vu des petites entreprises de plomberie qui font d'habitude 200 000 euros de chiffre d'affaires à deux, dépasser le 1 million d'euros, et donc créer une situation anormale à tout point de vue, que ce soit dans la construction, les demandes, etc., et aujourd'hui, ces primes étant complètement sur le point de diminuer, ça crée une perte de revenus, une désartificialisation qui crée, entre parenthèses, une crise de logement. Donc, est-ce une crise du logement réelle ou est-ce un retour à la normale? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre un petit peu le bâtiment et le logement sous perfusion, à grands coups de subventions, etc., le besoin réel de logement versus le besoin de faire fonctionner certaines entreprises qui ont embauché énormément ces dernières années pour répondre à la bulle spéculative créée et qui aujourd'hui se disent un peu « Merde, c'est peut-être un peu la fin des choux gras ». Puisque ces 5 à 10 dernières années, on n'a pas cessé de voir malgré tout des associations monter au créneau en disant y a des milliers de logements vacants, soi-disant il n'y a pas de logement mais il y a des désertions de campagne, il y a des dizaines et des dizaines de logements vides et aujourd'hui on nous parle de crise de logement, crise de logement. Est-ce que c'est vraiment une crise de logement dans le sens de certaines personnes ont un besoin de se loger, mais il n'y a pas la réponse en face? Est-ce que c'est une vraie crise du logement? Ou est-ce que c'est simplement des professionnels du bâtiment qui voient baisser ou en tout cas revenir à la normale leur activité et qui du coup ça les fait paniquer parce que les gars se disent « Moi je ne peux pas passer de vendre 96 pompes à chaleur par an à me mettre à en passer 10, parce qu'entre-temps, j'ai acheté 8 camions, machin, donc c'est la crise du logement. Est-ce qu'on n'est pas en train de retirer la perf et que ça saignote un peu? Je me fais l'avocat du diable et la question est ouverte, messieurs. Je pense qu'au niveau de la crise du logement, il y a surtout un problème de taux d'intérêt, déjà, des banques.
les jeunes ont des difficultés à pouvoir construire, notamment dans nos milieux ruraux, je dirais. Pourquoi ? Parce que les prêts ont augmenté beaucoup, les travaux ont augmenté aussi. Avec Les matériaux. Oui, les matériaux. Donc, ce qui fait qu'une maison va souvent augmenter de 20%, avec des prêts qui sont de l'ordre de 5% actuellement. Donc, il faudra qu'on mette les prêts, je pense à taux zéro, de façon que les primo-accédants puissent construire ou puissent acheter un logement. Certains vous diront, oui, mais attendez, moi, à l'âge de mes parents, le taux de crédit, c'était 15%, et pourtant, ça marchait. Tout à fait, c'est vrai, mais bon, on était tellement descendu à des taux de crédit qui étaient de l'ordre de 1%, que maintenant, quand vous les mettez à 4 ou 5%, sur 20 ans, ça fait rendre beaucoup plus. Donc, ils ont de grosses difficultés pour passer dans le financement, nos jeunes. Et mais ça, là, c'est très important, hein, je pense qu'il faut le bien dire, sûr. parce que c'est nos jeunes qui font la construction, hein, c'est pas nous. Attention, est-ce que ce discours ne reflète pas d'une artificialisation et d'une bulle spéculative de ces dernières années qui est en train simplement de revenir à la normale, et que ce retour à la normale n'est juste plus supportable de par les habitudes qu'on a prises? Il y a des choses qui sont complexes, parce que moi, j'y suis dans ce cas-là pour construire. Et c'est pas mon premier projet. Donc, j'avais signé avec des taux qui étaient juste excellents. Donc là, on se dit, on peut se permettre d'emprunter. Quand on commence à faire les calculs, on a les tableaux d'amortissement devant soi, on se dit, bon, ok, en fait, là, je vais construire cette maison. Est-ce que je vais rembourser au final ? Il y a la moitié qui part à la banque. Ça fait Donc, chier. c'est juste qu'on a perdu une capacité d'argent qu'on va mettre dans son projet. Moi, j'avais vu pour un couple moyen, en gros, on déplace entre 40 et 50 000 euros qu'on mettait dans le projet, qu'on va maintenant filer à la banque. Donc, il y a ça qui est un peu complexe. Et puis, il faut se dire qu'on est passé à une nouvelle norme de construction. Donc là, on est en RE 2020. Donc, c'est super cool en termes d'écologie. On va faire des logements qui sont efficients. Mais forcément, ça a aussi un coût. Donc, ça amène la maison un petit peu plus haut. Quand j'ai des débats en famille, moi, j'ai mon oncle qui avait réussi à construire tout ça quasiment sans emprunt, en fait. Ouais. À l'époque, les emprunts étaient hauts, mais il y avait aussi ce côté débrouille, de faire des choses par Et eux-mêmes. puis le prix des matériaux qui n'était pas aussi haut que ce qu'on a en ce C'est moment. ça. hein. Donc en fait, c'est un ensemble, je pense, un petit peu de tout, qui font que c'est un petit peu complexe en ce moment de se positionner sur ce type de construction. Ton analyse, Sylvain? Ben, moi, je pense un peu comme Christian, mais la même chose. De toute manière, c'est multifactoriel. On a des taux d'intérêt qui ont monté, on a de la normalisation qui est montée, on a un prix des matériaux qui a explosé, un prix des fonciers qui a explosé. Il ne faut pas oublier qu'il y a 25 ans, on voyait des terrains à 60 francs du mètre carré, donc même pas de 10 euros. Ouais. Maintenant, c'est impossible à trouver. Donc le problème, c'est que tous ces facteurs ont convergé et on se retrouve avec des opérations qui sont difficiles à sortir parce que déjà, on a une densification qui est demandée du fait du prix du foncier, du fait de la demande aussi de l'État. On a comme tu le disais tout à l'heure, les taux d'intérêt, c'est sûr qu'ils étaient plus élevés à une époque. Mais enfin, quand tu payes la maison 3 fois moins cher, On est d'accord. le problème, il n'était pas posé, quoi. On est d'accord. Et donc là, on se retrouve avec des taux d'intérêt qui ont monté, une normalisation qui a augmenté, mais énormément. Donc les prix des matériaux ont augmenté, mais aussi dû à la normalisation de la fabrication des matériaux. Donc on a une normalisation qui a énormément augmenté, donc on a une sorte de bulle immobilière inversée qui a explosé. Et après, quand tu parlais du déficit du logement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant, on avait les primo-accédants qui libéraient des appartements en ville, Oui. qui construisaient leurs petites maisons tranquillement. Et du coup, on n'avait pas cette crise du logement. Là, on a un barrage qui est fait sur la maison individuelle pour des raisons X ou Y. On freine au maximum les maisons individuelles. Mais quand tu freines ça avec les primo-accédants, du coup, en un, tu libères pas du logement locatif en ville et dans les milieux urbains. Donc, du coup, ces primo-accédants qui ne peuvent pas construire, ils gardent leur logement et tu te retrouves avec cette crise du logement. Et en plus, la normalisation ayant augmenté énormément, ça fait que tout ce qui est logement actuel, on parle des passoires thermiques qui commencent à se vendre pour des bouchées de pain parce que plus personne n'en veut. Et vu que la normalisation coûte très cher, tu te retrouves avec des... Alors, après, heureusement, il y a des aides comme l'ANA ou autres qui permettent d'avoir de monter des dossiers qui sont économiquement viables. Mais sans les aides de l'ANA ou autres, justement, pour passer d'une passoire thermique à un logement qui soit efficient, qui soit dans les normes et qui soit justement inférieur à l'indice E pour être tranquille jusqu'en 2034, le problème, c'est que tu es obligé de mettre énormément d'argent sur la table. Et quand tu mets énormément d'argent sur la table, si en face, tu ne retires pas le loyer qui est en rapport, les gens, ils ne vont pas.
Toi qui es justement architecte, est-ce que c'est pas encore une hérésie du coup de rénover ? Et j'applique ce cas à ma propre personne puisque j'ai eu la chance, moi j'ai toujours été un passionné de bon boulot, de rénovation, etc. Et donc j'ai eu la chance de rénover une vieille maison bourgeoise pas loin, dans un village à côté, qui m'a pris 8 ans de rénovation. Donc t'as qu'à voir, on n'a pas tiré sur la came, on a essayé de faire quelque chose, on a sauvé la maison, comme on dit, on est content, etc. Et malgré tout, je me positionne comme un expert de la construction. Et bien, à la fin de cette rénovation, quand je regardais ce que j'avais fait, j'étais bien évidemment très content du résultat. Parce que là, en plus, on a 1000 isolations. Enfin, nous, on est RT 2070. Hein, on est bon, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, quand j'ai regardé le temps, l'énergie, le pognon, à un moment, je me suis assis, je me suis dit, mais enfin, c'est de la folie. Je me suis dit, mais cette maison, si j'ai mis un coup de tractopelle, qu'à la place, j'avais fait 200 mètres carrés plein pied en ossature bois, j'aurais été 10 fois moins emmerdé, j'aurais fait ça 10 fois plus vite techniquement, c'était moins le bordel. Et en plus, à la fin, j'arrivais à un résultat qui était forcément mieux, puisque là, même si j'ai traité tous les points possibles, dans une maison qui est de 1900, eh ben, t'as quand même la dalle du balcon qui rentre jusque sur le seuil de porte, t'as quand même... Des points qui sont difficilement traitables. À part peut-être pour les maisons de maître ou d'ultra caractère, qui bien sûr faut préserver. Hein. Le patrimoine. Le patrimoine. Mais est-ce pas une hérésie complète d'aller essayer de rénover une maison sur sous-sol des années 60 ou 70 ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt y écrouler et refaire quelque chose ? Alors là, la réponse est simple. Tu vas te retrouver avec des gens, par exemple, une personne qui veut un terrain de 2000 m², avec une maison dessus. À part rénover une maison, tu n'as pas 36 solutions. Ouais. Et une fois que tu as acheté le terrain... alors, la rénovation, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si tu respectes le bâtiment et que tu vas dans l'ordre du bâtiment, ton bâtiment coûtera normalement un petit peu moins cher qu'à créer du neuf. Mais pas un gros delta. Hein. Si tu repars de zéro, tu vas être à 20%. Par contre, si tu prends un bâtiment et que tu le plies à tes attentes, sans respecter le bâtiment en lui-même, il va te coûter plus cher que du neuf. Il n'y a pas à se leurrer, parce que quand tu commences à faire du gruyère dans les murs, ça coûte plus cher de faire des trous en sous-œuvre dans les murs de partout que de construire en moellon et poser des moellons et des... Oui. Quand tu as des murs de 50 cm et qu'il faut commencer à péter ça pour mettre des baies vitrées, c'est pas la même chanson. Hein. Voilà. Après, par contre, Sylvain, c'est très important dans cette émission. Si à un moment je dis de la merde, tu as le droit de t'offusquer et de me couper. En gros, tu as le droit de raser si tu es en zone urbaine. Si tu es en zone naturelle ou agricole, si tu rases, ton bâtiment n'existe plus, tu n'as pas le droit de construire. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est... Si tu as une vieille ferme, que tu t'amuses à raser la vieille ferme... Non, mais enfin, tu peux garder un mur. Tu peux garder un mur. Dans l'agriculture. Tu peux garder un mur, quoi. Ou un angle de mur. Au moins 3. Et un bout de toit, c'est bon. Après, comme le dit Sylvain, la déconstruction en zone urbaine, bon, ça pose pas de problème, mais il faut, avant d'entamer des démarches, voir le potentiel réel du terrain, du bâtiment... en fonction du PLU. Et puis, voilà, pas partir dans des rêves fous en pleine campagne où si tu rases ta maison, tu auras obtenu le permis de démolir et puis, point, ça s'arrête là. Donc, ça, c'est un peu ballot. Donc, il faut faire des démarches en amont pour voir la faisabilité du projet et voir vraiment le potentiel. Et je pense dans des villages, on a aussi la possibilité, en cœur de village, de demander le changement de destination de vieilles ateliers, de range de remise. Voilà. Donc là, ça peut être des bons plans avec un prix d'achat du coup qui est moindre et ça peut être intéressant. Ça, c'est pas bête. Hein. Ça, c'est un vrai concept. Voilà. Donc ça peut permettre de traiter des espèces de verrues dans les villages ou villes moyennes qui sont pas très heureuses. Alors encore faut-il que le PLU le permette. Donc attention en amont aux démarches pour voir la faisabilité. Donc le PLU, on en parlera tout de suite après dans le Parlons Pro de toutes ces histoires. Je me fais toujours l'avocat du diable. Densification, certains politiques vont nous dire oui, c'est le cœur de ville est important pour moi, pour nous. Et puis certains ingénieurs vont dire bon, ça nous permet surtout de pas aller faire une école trop loin, de pas emmener les eaux usées trop loin, que tout ça coûte moins cher, de pas être obligé de tirer le gaz à l'autre bout de la carrée, etc. Est-ce que c'est pas un pas vers la tristesse ? J'ai connu cette belle époque où quand tu achetais une belle maison, tu avais un beau terrain. Est-ce qu'on n'est pas en train aujourd'hui d'acheter une belle maison et dire bon bah c'est bien, à part ranger 2 bagnoles, je bouffe avec mon voisin qui me fait chier à faire les sardines à 20 mètres de moi. Du coup la baraque de 300 mètres carrés en pleine ville que je rêvais d'avoir, c'est râpé parce que maintenant faut densifier.
Et moi, à mon sens, ça peut poser deux problèmes. C'est-à-dire que la densification, il y a une volonté un petit peu sur les SCOT. Christian, je pense que tu en sauras plus que moi, où on est limité en nombre de permis de construire sur des communes. Moi, l'analyse que j'en ai de mon côté, alors moi, on parlait tout à l'heure j'habite dans la vieille ferme de mon arrière-grand-père dans les Monts du Lyonnais. Ouais. Donc voilà, je suis un rural et j'ai ma mère qui est de la région parisienne, mais moi, j'ai fait le choix de rester ici. Très bien. Donc mes racines sont plutôt dans le coin. Et donc, du coup, on a fait un choix. Quand tu parlais de tout à l'heure de densification, il y a quand même un mot, moi, qui me revient à l'esprit en tant que rural, c'est liberté, liberté chérie. C'est-à-dire que si les gens ont envie d'habiter à la campagne, d'avoir un petit peu d'herbe autour de leur maison et de pouvoir planter des tomates, c'est leur volonté. Après, qu'on habite à Onville, j'ai la moitié de ma famille qui est de la région parisienne. Si les gens ont envie d'être en appart pour pouvoir descendre, aller au resto le soir, tranquille, aller voir des spectacles, c'est leur choix aussi. Ah oui, mais là, il y a des choix de vie. On est bien d'accord. Et ce qui est problématique, c'est que si on cherche trop la densification, on enlève le choix de vie à certaines personnes. Le problème est double, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à bloquer tes permis de construire sur les petites communes, si tu n'as plus de primo-accédants sur les petites communes, les primo-accédants, c'est ceux qui ont des enfants. Donc, tu n'as plus d'enfants, donc tu n'as plus d'école. Ouais. L'école, c'est ça. Et voilà, c'est la catastrophe. Donc, la densification, à la limite, après, d'un point de vue strictement d'urbanisme, si tu densifies d'une manière intelligente, tu regardes les maisons de ville ou les maisons de village, elles étaient toutes faites de la même manière. Tu avais une façade urbaine qui donnait sur la rue et tu avais un jardin dans la continuité à l'arrière. Vu qu'elles étaient toutes orientées dans le même sens, généralement, les façades jardin, ils les mettaient plutôt grandes côté sud. Tu n'avais pas de vis-à-vis et ça te permettait de vivre tous ensemble avec des jolis petits jardins en densifiant aussi. Donc tu peux densifier sans créer le problème du vis-à-vis. C'est-à-dire que le problème, c'est que la densification avant, quand tu avais des maisons sur des terrains de 2000 m², c'est sûr que le gars, quand il ouvrait sa baie vitrée, il ne demandait pas le sel au voisin en tendant le bras. Tandis que maintenant, quand on a densifié, c'est un problème, je pense, de densification et de défaut, on va dire, de pose des plans des maisons dessus. C'est-à-dire que si tu orientes bien tes maisons sur un terrain qui est densifié, ça peut fonctionner. Pour une réflexion plus globale, et en plus de ça, dans nos petites communes, je pense qu'il faut avoir du bon sens. Et il ne faut pas densifier à tout prix avec des terrains de 150 m². C'est un minimum de terrain de 500-600 m² dans nos petits villages. Là, Christian, c'est ce que les gens cherchent. Christian Denis, donc on en parlera tout de suite après, quand on parlera des PLU. Ton avis nous intéresse. Donc toi, tu es à la communauté de communes Forêt-Est. Alors bien évidemment, des communautés de communes sont des organisations qui regroupent tout un tas de communes pour mutualiser des services. On a vu ça arriver ces 20-30 dernières années. Comment vous appréhendez ce genre de questions ? Alors là, ça va être abordé au niveau de la communauté de communes avec la mise en place d'un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. D'accord. Qui va se mettre en place dans les 5-6 ans à venir. Donc ça va régler un peu tous les problèmes de nos villages, mais ça ne va pas dire que pour autant on sera ouvert à densifier nos villages au maximum, parce que avec le SCOT, Sud-Loire, donc on a des choses à respecter. Mais bon, là aussi, je pense qu'il faut avoir du bon sens pour tout le monde. À la fois que les petites communes puissent garder leur autonomie et puissent construire encore, et dans les grosses villes aussi. On est d'accord. Le SCOT, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous éclairer sur... C'est le schéma de cohérence territoriale qui est fait sur Sud-Loire, et nous, on dépend de ce SCOT-là. D'accord. Donc, chaque communauté de communes a un SCOT. Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette gazette. Tu veux rajouter quelque chose, Anto ? Non, c'est bon ? J'apprends des trucs. Eh ben, mais moi aussi. Alors là, moi, j'adore. Les gars, on vous adore. Hein. On va donc continuer avec le duplex. Alors, le duplex, c'est facile, comme je vous ai dit. On va rejoindre Steve Mintoff à l'autre bout du téléphone pour pouvoir aborder avec lui un petit peu le sujet de sa construction. Alors Steve, d'abord, bonjour et merci d'avoir répondu à l'appel. Donc toi, on te connaît, tout le monde te connaît sur YouTube sous le pseudonyme Steven Wood. Alors YouTube, Insta, Facebook, TikTok, t'es de partout sur les réseaux et t'es notamment connu parce que tu viens de finir ta maison. Alors elle est peut-être pas, il reste peut-être 2-3 finitions, une poignée de porte à droite à gauche, mais tu t'étais lancé ce challenge il y a quelques années. T'en es où aujourd'hui ? L'histoire a commencé, c'était un peu compliqué aussi, hein, parce que j'ai auto-construit cette maison en partant dans l'idée que j'allais créer une société avec un professionnel de la maison au Saturbois. D'accord. Et du coup, ça s'est pas fait ?
on devait s'associer. Il a passé des diplômes pour avoir la garantie décennale. Et il m'a planté un mois avant de commencer le premier coup de pelle. Parce qu'en fait, il avait changé un peu son truc. Il voulait finalement que je l'embauche. Ah oui. Donc là, c'était plus du tout la même donne. Passer d'associé à patron en n'ayant aucun client et surtout aucune connaissance technique, c'était juste pas possible. Ouais. Parce que toi, t'es dans quel coin déjà? Je suis en Gironde, je suis proche de l'océan. D'accord, très bien. Tu nous enverras un peu de chaleur parce que nous, ce matin, il y avait -5, je crois, Christian, c'est ça? C'est pas mieux. Bon, dis-moi, comment ça s'est passé, toi, des niveaux paperasse? Est-ce que tu as pu trouver toutes tes infos, tout? Ou est-ce que tu as trouvé que c'était un peu la merde? Bon, c'était super compliqué parce qu'on n'est pas hyper bien aiguillé. Les sites gouvernementaux officiels, tu sais ce que c'est hyper compliqué. On est en 2023, c'est toujours la merde. Donc, faut se débrouiller. Bon, on a les grandes lignes quand même. Ouais. Quand on fait ça tout seul, on est quand même bien livré à soi-même. En plus, je suis pas du tout du métier, donc les démarches vers qui m'orienter, c'était un peu le flou. Toi, alors, ça a commencé dès que tu achètes. Moi, j'ai acheté donc mon terrain et tu as le notaire te délivre le PLU. Donc, à partir du PLU, tu as les grandes lignes sur les choses à respecter sur la construction à venir. Donc, partant de là, tu crées ton plan et puis tu dois après envoyer ce plan avec tous les papiers nécessaires. T'es passé par un architecte ou pas? Non, t'as tout fait toi-même. T'as cherché un peu la merde aussi, non? Ouais. Bon, après, voilà, j'ai été aidé par cette personne qui était du métier, qui m'a fait les plans et je l'en remercie, parce que sans ça, ça aurait été vraiment très, très compliqué. Donc, j'ai eu la chance quand même d'avoir les plans. Et à partir de là, faut savoir que tu n'es pas obligé de prendre un architecte tant que tu ne dépasses pas les 150 mètres carrés habitables. D'accord. Et toi, tu étais à combien? 148, 90? Non, j'étais à 130 et la partie garage-atelier ne fait pas partie d'une zone habitable. Donc, en fait, tu peux y aller au niveau des mètres carrés tant que tu respectes le COS. Non, ça n'existe plus aujourd'hui. Ah, ça n'existe plus, ça, le COS? Ça, oui. D'accord. On parle aujourd'hui de coefficient d'emprise au sol. D'accord. Ouais. Ça, oui, on va le lire dans les PLU rédigés récemment ou dans les futurs PLU intercommunaux. Mais quand il s'agit de coefficient d'occupation des sols, c'est dans les plans d'occupation des sols, les POS. D'accord. Les POS, c'était avant les PLU. Mais alors, comment ça se fait que vous changez? Enfin, quand je dis vous, toi, tu es pour rien. Hein. Il a commencé il y a longtemps, là, donc ouais. C'est pour ça qu'il parle de choses anciennes. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu dis ancienne, pour moi, 4-5 ans, c'est pas tant ancienne. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont payés pour changer les appellations comme ça? Dis donc, c'est la merde, ça change toutes les 5 minutes. Quoi. La loi évolue sans arrêt. Hein, donc, ouais. Faut bien que les mecs justifient un peu leur salaire. C'est pour ça qu'il faut pousser la porte des architectes et des géomètres pour, en amont, venir voir si on est bien dans les clous. Là. Si on est bien toujours dans les clous. Il a de la chance, Steve, s'il a dû sortir son projet, c'est bien, tant mieux pour lui. Et oui, parce que... c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de voir un architecte ou un géomètre que c'est interdit de le faire. Non plus. On est d'accord. De toute façon, vous avez un rôle qui peut être soit complètement opérationnel, mais soit conseil aussi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut aller vous voir en disant « Bon, écoutez, désolé, je viens vous voir, je suis un peu comme un con parce que là, ça, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez avoir l'obligeance de m'aiguiller, de m'aider, de me conseiller quoi. Ça peut être une mission de conseil. Mais bien sûr, c'est ça en premier lieu. Hein. Je reçois tous les jours des gens au cabinet pour des conseils. On va passer 1 heure ou 2 à discuter du projet, s'il le faut. Et puis après, le client sait s'il a besoin de nous ou d'un autre professionnel, combien ça coûte, puisqu'on est obligé de faire des devis, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit. Bien sûr. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre rendez-vous chez un architecte, un géomètre, pour voir la faisabilité du projet. Ok. Quel qu'il soit, même un tout petit. Ouais. Est-ce que toi, Steve, tu as été confronté à des soucis, je sais pas, des refus de permis où ils t'ont dit non, là, la fenêtre, elle est carrée, il faut la mettre ronde Est-ce que tu as été confronté à des choses comme ça? Tout à fait. En fait, c'est là où c'est le flou. C'est une fois que tu as déposé ton permis de construire, il y a un délai de 2 mois, a priori. Et à l'issue de ça, tu ne sais pas trop si ton permis est bon ou pas, si le dossier est bon. J'ai reçu un avis défavorable au bout d'1 mois, mais il ne t'explique pas pourquoi.
Ah bon? Donc, oui, donc j'ai eu accès quand même à la personne qui a traité mon dossier. Plutôt que d'envoyer des mails, j'ai téléphoné à cette personne. Et alors là, je vais tout déballer. Je lui ai dit, je vais vous raconter toute mon histoire de pourquoi je construis ma maison et tout et tout. L'histoire du burn-out de ma femme. Moi, j'ai pas voulu aller dans la sensiblerie, mais j'ai voulu raconter une histoire plutôt qu'un numéro de dossier. Et cette personne a été super sensible à mon histoire et elle m'a dit, écoutez, moi, ça me fait plaisir. Ça me change un petit peu des lignes de code, et des dossiers, des numéros et des machins. Les gens, je les connais pas. Et là, elle m'a dit exactement tout ce qui allait pas. Et elle m'a dit, vous me renvoyez tout par mail. On n'attendra pas autant de temps. J'ai pas eu besoin de refaire 5 dossiers parce qu'il faut savoir que le permis de construire, il faut envoyer en 5 exemplaires, accusé de réception et tout le bordel. Et là, j'ai tout envoyé par mail. J'ai eu une réponse, peut-être 48 heures après, en me disant c'est bon, tout est OK. Elle m'avait super bien aiguillé. Tu vois, c'est ça qui manque, quoi. J'allais dire t'es personne, je suis personne pour elle, mais quand finalement les personnes se voient pas, il se passe pas ce truc-là. Donc là, ça s'est passé, elle a pu bien m'aiguiller, et puis j'ai eu mon permis de construire finalement un mois après, quoi. Bon, aujourd'hui, Steve, t'en es où, toi, dans ton projet? C'est fini? Comment ça se passe? Je vais faire encore 2-3 trucs. Là, j'ai fini la terrasse, tout ça. Maintenant, je vais faire un carport. Et donc là, pour le carport, il faut que je passe une déclaration préalable. Ouais. Voilà, ouais. Bon, ok. Steve, on va faire comme d'habitude, on va mettre tous tes liens dans la description pour tous les bichons qui veulent te suivre et suivre les aventures de ton carport. Hein? Et puis, nous, on ira voir. Et puis, tu le sais, de toute façon, t'es bienvenu à la maison, chez les bichons, tout, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir pris un petit moment avec nous pour nous raconter comment ça s'était passé. Et puis, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, il y aura tout dans les descriptions. Super, merci beaucoup. On te souhaite de passer de super fêtes de fin d'année. T'as prévu quoi, là? Tous aussi, ouais. Un bon gueuleton, quand même, non? Oui, carrément, on va bien profiter parce que l'année était compliquée, donc là, on va savourer. Là, tu vas y aller, c'est quoi là-bas, dans votre coin? Les huîtres, bien sûr Ouais, bien sûr. Un peu de tout, hein. On varie, hein. Moi je suis de partout, donc... Vous êtes pas loin du sud-ouest aussi, là-bas, donc ça doit sentir le canard et tout le bordel, là-bas, non? Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, me fais pas rêver. Bon, tu veux. Tu sais que moi, faut pas me le dire 200 fois. Bon, je t'embrasse, mon Steve, et je te dis à très vite. Allez, salut, bye. Salut à tout le monde. Steve, c'est important parce que je voulais aussi avoir son avis parce que c'est un autoconstructeur. Donc, on voit plus en plus de ce genre de personnes qui arrivent. Alors, bien évidemment, certains le font avec plus de succès que d'autres, avec plus de talent que d'autres. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est toujours... c'est souvent ce qui revient un petit peu entre parenthèses avec l'administration. On a un peu l'impression d'être seul. Alors, juste avant d'aborder ça, on va rentrer dans la catégorie principale de notre émission et on va lancer tout de suite le Parlons Pro. Parlons peu. Et comme à chaque fois, dans tous les Parlons Pro, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse nos auditeurs, c'est de savoir qui c'est qu'ils ont au bout du fil, au bout de la vidéo, au bout de la caméra, au bout de tout ce que vous voulez, au bout des ondes radio, dans votre poste. Qui sont-ils? On va commencer par Christian à ma droite. Christian, est-ce que tu peux te présenter pour que tous les bichons qui nous écoutent sachent que tu es un gars normal au final? Un gars normal, ouais, tout à fait. Donc j'ai une cinquantaine d'années, j'exerce dans la région là où je suis né, donc c'est une chance, un bonheur tous les jours. Dans le 42? Dans le 42 en l'occurrence, voilà, mais j'ai bourlingué un petit peu quand j'étais un peu plus jeune. Les études de géomètre, elles t'amènent déjà à conclure ton cursus entre 25 et 30 balais, quoi. D'accord. Sachant qu'à l'époque, nous, on avait le service militaire ou le service civil à faire aussi, qui nous prend un petit peu de retard. Donc, tu rentres dans la vie active pas très tôt. Mais ça permet de voyager. C'est ce que j'ai fait voilà, j'ai bossé dans quelques régions dans le sud-ouest. Là, tu parlais à l'instant. Très bien. Donc, il faut... moi, c'est ce que j'ai pris le parti de changer d'entreprise pour pouvoir m'enrichir un maximum. Quand tu es géomètre, tu peux voyager aussi à l'étranger. Donc ça, c'est ce que j'ai fait un petit peu. Mais voilà, donc
Et puis je suis revenu il y a une vingtaine d'années ici pour m'associer. Et on exerce donc en profession libérale. Donc là, on est 2 associés, en l'occurrence, bientôt 3. Et voilà. C'est le même statut qu'une infirmière ou qu'un médecin? Dans le sens où c'est libéral, oui, tout à fait. D'accord. Donc on est aussi, tu peux faire le parallèle avec les médecins, pourquoi pas, qui dépendent d'un ordre, puisque nous prêtons serment auprès de l'ordre des géomètres experts. D'accord. Donc on est tenu une certaine rigueur, on va dire. Voilà, pour pas être rayé du barreau. C'est comme les comptables, l'ordre des experts tout à comptables. fait. Tu peux prendre un blâme, tu peux être radié, donc c'est sérieux. On a un vrai contrôle qui s'exerce. En région Rhône-Alpes, c'est du sérieux. Il y a un métier qui est fait par l'ordre des géomètres pour qu'on puisse produire des prestations à peu près similaires, même si on est libre tout un chacun. On a des tarifications qui sont libres aussi. Voilà. Le métier de géomètre, c'est ancestral parce que ça doit venir quasiment de l'époque médiévale où les gars du roi partaient mesurer. Ça, tu peux remonter de l'Égypte, des pyramides. Ah oui, d'accord. Platon disait « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Alors, tu vois, ah oui, d'accord. Il y a des références assez anciennes. Donc tu peux te la péter un peu comme ça. Tu peux dire « J'appartiens à quelque chose de grand ». Mais oui, c'est une belle profession. C'est une belle profession. Tout à fait. Donc moi, j'ai envie de dire aux jeunes, parce que je pense que tu as des petits bichons aussi qui Oula, j'ai plein de petits bichons qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Renseignez-vous, et le métier de géomètre expert est un métier méconnu et qui est très, très intéressant. Et dans toute la France, alors je peux dire qu'on recrute dans tous les cabinets, mais il y a un vrai manque de gens qualifiés dans la profession à tout niveau, pas seulement des ingénieurs. Et c'est un métier très, très intéressant, très diversifié. Donc, j'invite les petits bichons à s'intéresser à ce métier et à s'enseigner sur le cursus et puis les écoles près de chez eux qui peut les mener à être qualifiés comme nous, géomètre expert ou géomètre aussi dans les travaux publics, géomètre dans une administration. Enfin, c'est très, très Le géomètre dans les travaux publics, Christian, c'est le mec qu'on voit regarder dans une espèce de lunette. Ouais, tu le vois au bord de la route, il regarde dans une lunette. Alors, sauf si tu tapes dedans en voiture, une fois qu'il se relève, s'il se relève, tu regardes s'il est d'un cabinet de géomètre expert ou d'une boîte de TP. Tu ne vas pas faire la différence comme ça. On a les mêmes appareils, on utilise des niveaux, des lasers, des GPS, des scanners 3D aujourd'hui, des drones. Punaise. Voilà, tu peux voir des géomètres au bord de la route ou sur des chantiers. Il y a de l'apprentissage là-dedans, dans le sens, je veux dire, toi, tu peux prendre un apprenti. Actuellement, j'ai un jeune apprenti là, qui fait par la SEPR une formation en BTS sur 2 ans, donc en alternance chez moi et à l'école. Eh ben, écoute, je crois que tout est dit, c'est super. On va donner la parole à l'autre Christian. Donc là, c'était Christian Toinon, géomètre expert. Bien sûr, on mettra tous les liens en description. On va donner maintenant la parole à Christian Denis. Christian Denis, j'ai noté, vice-président de la communauté de communes Forêt-Est, pardon. Oui. Forêt-Est. Christian Denis, ça, c'est ton... Comme on dit chez nous, c'est ton blaze. Ça, c'est ton étiquette LinkedIn. Mais Christian Denis, c'est qui dans la vie ? Dans la vie, Christian Denis, c'est un ancien chef d'entreprise qui est passé par plusieurs étapes. Avant d'être chef d'entreprise, j'étais conducteur de travaux à l'équipement, donc j'étais fonctionnaire. D'accord. Donc, et puis à une époque, j'ai démissionné de l'équipement pour reprendre une entreprise de textile avec mon frère qui existe toujours, c'est mon neveu qui est là actuellement. Donc, et je suis aussi en parallèle, je suis maire de ma commune sur Montchal dans le 42. D'accord. Une commune de 500 habitants. Et c'est pour ça qu'à l'heure de la retraite, j'ai été nommé vice-président de la communauté de communes en charge de l'économie et de l'agriculture. Nos amis agriculteurs qu'on salue, qu'on connaît. Tu sais qu'on a un paquet de bichons agriculteurs qui nous écoutent aussi. C'est très important. C'est très important. La communauté de communes, on a encore 580 fermes, donc c'est non seulement des fermes, mais c'est aussi des emplois et l'économie. Des familles, et c'est des gens qui nous nourrissent aussi. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bah alors là, je vais te dire, chez nous, on parle que de savoir-faire et de bouffe. Alors, les bichons qui nous écoutent savent que certainement, on n'est pas prêt de les oublier. Sylvain, donc toi, tu es architecte. Et tu es architecte, mais ça, c'est pareil. C'est ta fonction de scène. Qui es-tu? D'où es-tu? D'où viens-tu?
Alors, moi, d'où je viens, pas très loin, je suis né à la maternité qui est à 500 mètres d'ici. D'accord. Vu que je suis un ultra casanier, mes bureaux sont à 20 mètres de la maternité où je suis né. J'ai fait 20 mètres en 54 ans. Donc, j'ai 54 ans. J'ai 2 enfants de 16 ans, un fils de 16 ans et une fille de 7 ans. Et puis, vu que je suis toujours ultra casanier, j'ai fait mes études à Saint-Étienne. Et j'habite, on abordait le sujet tout à l'heure, dans la ferme de mon arrière-grand-père à Chambaud-Longe-Seine, qui est une petite commune dans les monts du Lyonnais. D'accord. Donc, j'adore voyager, mais j'aime bien mes racines. Donc, j'y suis assez attaché. Comme Christian, je fais, moi, profession, fait partie d'un ordre. Donc, on a à peu près les mêmes choses. Donc, c'est l'ordre des architectes. L'ordre des architectes, oui. On a un ordre régional, donc avec la même chose, prestation de serment, code de déontologie. Voilà. Très bien. Et donc, c'est pareil, si vous faites de la merde, vous pouvez être toqué. On peut passer en conseil de discipline. Et donc, je ne l'ai jamais vécu, mais j'aimerais bien éviter. Je ne suis pas très, très loin de la retraite. Si je pouvais terminer tranquillement, ce serait bien. On ne te souhaite pas de le vivre. Tiens, j'ai une question tout de suite avant de passer au Vox Populi. On entend souvent... Alors, j'allais dire maintenant. Tu vas peut-être me dire, non, Laurent, c'est pas maintenant. Ça a toujours été ou ça fait 40 ans que ça existe. Architecte DPLG. Quelle est la différence entre un mec qui a DPLG après architecte? Alors, l'architecte DPLG, c'est ma génération. Donc, c'est une génération qui commence à dater un petit peu. C'est diplômé par le gouvernement. D'accord. Donc, sur ma génération, il y avait 20 écoles d'architecture en France. Donc, 19 qui étaient d'État, d'où sortaient les DPLG, et une qui était privée, d'où sortaient les DESA. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça voulait dire. Et il n'y avait que les architectes diplômés qui pouvaient s'inscrire au tableau de l'ordre. D'accord. On ne pouvait pas s'inscrire au tableau de l'ordre si on n'était pas diplômé d'une de ces 20 écoles. Depuis, ça s'est transformé en architecte d'État et en architecte HMO. Donc, l'architecte d'État, c'est celui qui a fini son cursus. Ouais. Il peut très bien aller travailler comme associé dans un cabinet, mais il ne peut pas exercer en nom propre. Pour exercer en nom propre, une fois qu'il a fini son cursus, il est obligé de faire un stage de 7 mois avec une formation un peu plus professionnalisante. Donc, il vient, généralement, il travaille. Moi, j'ai eu des HMO chez moi. Ils viennent 3 semaines par mois pour tâter au terrain, quoi. D'accord. Et pour pouvoir exercer en nom propre. Donc, finalement, le nouveau DPLG, c'est l'architecte HMO. Habilité à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Rien à voir avec monuments historiques, bâtiments de France, etc. Monuments historiques, c'est des architectes qui ont fait... des études d'architecture du patrimoine, donc ils ont fini, ils ont été diplômés architectes et ils sont allés en école de l'art, chose comme ça. Ils sont allés, je crois que c'est à Chaillot, ils enquillent 2 ans de plus. D'accord. Et après, ils sont architectes du patrimoine. Et en étant architectes du patrimoine, ils peuvent accéder au poste d'architecte des bâtiments de France, au monument historique, ou exercer aussi. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis de promo qui exerce en nom propre. Et donc, il s'occupe de rénovation, mais il ne dépend pas de l'État. Alors, c'est très intéressant. Et pendant que tu parles de ça, je suis en train de... Alors, on en parlera aussi, parce que tout à l'heure, Christian, qui lève le doigt, tu veux aussi rajouter un truc? Préciser, puisque tu parlais des DPLG, que nous sommes aussi, je vais être expert, diplômés par le gouvernement. D'accord, ok. Nous sommes DPLG également. La parenthèse est faite. Je voudrais pas que vous en veniez à vous balancer des tasses à la gueule. Donc, c'est très bien. Est-ce que tu es diplômé par le gouvernement, Christian? Non. Ok. Je suis diplômé par les hautes, c'est tout. C'est bien, c'est bien. Donc, tout ça pour dire que... on a fait la parenthèse, je suis obligé de la faire. Hein. Cette émission va être longue, mais on s'en fout, on est bien, on est entre nous. Tout à l'heure, Christian Toinon, géomètre, nous a parlé un petit peu de ces magnifiques métiers. On cherche absolument des géomètres, on cherche à avoir des bons qui sortent des écoles, et il nous a dit, venez dans les écoles. Alors, je me tourne, c'est la parenthèse avant le Vox Populi, je me tourne vers toi, Sylvain. J'ai actuellement un de mes meilleurs amis, qui est à 20 mètres à vol d'oiseau dans la régie. Sa fille rêvait d'être architecte, figure-toi. La gamine, 17, 18 de moyenne. Je veux dire, c'est pas rien à voir avec les notes que j'avais à son âge, on va pas se mentir. Je veux dire, c'est une pointure. Elle est bonne en maths, elle est bonne en tout. Elle a postulé à 6 ou 7 écoles. Les 6 ou 7 lui ont dit « Oh non, on ne vous prend pas, on ne veut pas de vous, vous êtes sur liste d'attente, il y a ci, il y a ça. » Comment ça se fait et comment ça se passe dans cette société si on veut être architecte?
C'est quoi? C'est du piston? Faut aller filer des cookies, encore une fois, à Martine qui va mettre le dossier au-dessus de la pile. Fallait qu'il t'appelle avant et que tu passes 3 coups de fil au directeur. Comment ça se passe? Non, c'est-à-dire que la sélection dans les écoles d'architecture, ils cherchent pas forcément quelqu'un qui est très fort en maths, très bon en français ou autre. Ils cherchent quelqu'un... En gros, on dit souvent que l'architecte, c'est rien sur tout. Alors que l'ingénieur, c'est tout sur rien. C'est-à-dire que nous, finalement, on a un panel de connaissances qui doit être assez étalé, mais on est spécialisé en rien, finalement. Et donc, les écoles d'archi, quand elles recrutent un peu là-dessus, donc elles recrutent sur dossier, mais elles recrutent, pour celles que je connais, beaucoup aussi sur les productions personnelles, c'est-à-dire qu'elles vont recruter des personnalités. C'est-à-dire que le lycéen, quand il arrive, il présente un carnet de production, souvent, avec des croquis, des photos, des choses comme ça, sa sensibilité par rapport à l'architecture, par rapport à l'art ou autre. Et finalement, le carnet personnel, pour ceux que je connais... est plus important que les notes. Voilà. D'accord. Alors, bon, j'espère qu'elle écoutera cette émission, j'en doute pas. Lisa, on la salue. Entre-temps, elle est partie en ingénierie, je crois. Donc, bon, elle perd pas son temps, hein, on est d'accord. Mais peut-être qu'elle reprendra ses premiers amours dans quelques temps. En tout cas, si elle reprend ses premiers amours, figure-toi qu'elle aura un bagage en plus qui sera non négligeable. Hein. Parce que les deux vont un peu de pair. Hein. On te balancera peut-être 2-3 pics tout à l'heure, mais j'ai vu dans ma vie des architectes qui proposent des projets, je pense qu'ils étaient soit sous cocaïne, soit sous... Mais il y en a qui ont des drôles d'idées. Tout ça pour dire que maintenant qu'on a fait un petit tour, on a la chance chez les Bichons d'avoir une petite équipe de reporters qui partent caméra à l'épaule et micro à la main, traverser, des fois ils prennent le train et ils vont se poser, des fois dans la rue, à la sortie d'un marché, poser quelques questions aux gens, à monsieur et madame tout le monde, des questions souvent en rapport, bien évidemment, avec le sujet du jour. Et cette rubrique s'appelle le Vox Populi, on l'envoie tout de suite. S'il vous plaît. Salut, c'est Jade pour Bichon TV. La question qu'on va poser aujourd'hui, savez-vous pour quel type de travaux faut-il déposer un permis de construire et où le déposer? Allez, c'est parti. Pour les agrandissements, toutes les modifications importantes, oui. Ok. Ouais, je dirais ça, un abri de jardin, une petite extension. Je crois que c'est 10 mètres carrés. Non, 20 mètres carrés, pardon, je crois. Ok. À partir de 20 mètres carrés, il faut faire. Je pense. Mais la hauteur, il y a une hauteur à respecter. Voilà, oui. Les aménagements de façade, les fosses septiques. Est-ce que vous savez où déposer le permis de construire? Je sais rien. Vous savez pas? Aucune idée. Je sais plus. Non, pas spécialement. Pas du tout? Non, pas du tout. À la mairie. À la mairie? Oui. Ok. Alors, normalement, si je me trompe pas, c'est en mairie. Dans la mairie de la commune où on veut faire construire. J'irai d'abord en mairie. En mairie? Ok. Tous nos petits candidats, est-ce qu'ils ont bien répondu? Il y en a un paquet qui savent pas trop. Hein. Bon, tu me diras, il y a tellement de choses à savoir qu'on peut pas tout savoir, mais est-ce qu'on dépose toute sa paperasse à la mairie? La porte d'entrée, c'est la mairie. La porte d'entrée, c'est la mairie. Alors, on va tout de suite démarrer avec la question principale que tout le monde se pose. On va démarrer ensemble ce Parlons Pro en partant, messieurs, de A à Z. On va se faire aider par le fabuleux Anthony Tony, qui est en train d'avoir un projet de construction. J'ai un projet. Je veux, ou j'achète, ou j'hérite, peu importe, d'un terrain. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Allez. Quand tu parles d'un terrain, au départ... Christian Toinon, géomètre, expert. Géomètre qui parle. Alors, tu ne vas pas forcément avoir besoin du géomètre, Anthony, mais dans le cas où tu vas disposer d'un terrain, il faut voir si au départ, ce terrain a été détaché d'une plus grande entité. Ça arrive assez souvent. Donc, si c'était le cas, tout détachement de parcelle doit être encadré chez le notaire par une formalité d'urbanisme qui s'appelle soit la déclaration préalable. Alors, ce n'est pas la même dont on parlait tout à l'heure. C'est la déclaration préalable pour le détachement du terrain à bâtir, et non pas une déclaration préalable pour des travaux. Et sinon, tu vas avoir à faire un permis d'aménager. C'est l'un ou l'autre. Donc ça encadre, si tu veux, juridiquement la cession du terrain, même par tes parents ou par quelqu'un qui va te le vendre. Et le notaire va obligatoirement faire référence à la déclaration préalable ou au permis d'aménager. Ça, c'est le passage obligatoire.
C'est pour ça qu'il faut venir voir le géomètre expert bien en amont pour faire ces formalités. Ça peut s'accompagner éventuellement. C'est là que le notaire va dire il y a un droit de passage, il n'y a pas de droit de passage, il y a une servitude, il y a un puits, il y a ci, il y a ça. Chez le notaire, on va aborder d'autres détails d'ordre juridique, effectivement, liés à l'historique du terrain, liés à des servitudes aussi d'utilité publique, pourquoi pas, qui peuvent grever la parcelle que tu achètes ou que tu as en donation. Mais les formalités d'urbanisme sont indispensables, obligatoires pour aller chez le notaire. Ok. Et le permis de construire derrière ne pourra être déposé qu'après un permis d'aménager, par exemple. Tu peux pas faire chevaucher les délais. Alors, sauf sur les déclarations préalables, là, ça peut aller un peu plus vite. Puis la déclaration préalable, c'est 1 mois de délai seulement. Donc, c'est quand même la formalité la plus courante pour détacher des terrains comme en zone rurale et des terrains en diffus. Donc, c'est souvent la déclaration préalable qui va cadrer l'acte notarié, qui va le rendre, lui donner sa légalité. Okay. Et le permis de construire est déposé par les acquéreurs tout de suite après la déclaration préalable. La porte d'entrée, c'est effectivement la mairie pour les deux démarches. Chez nous, ce sont les services instructeurs de la communauté de communes qui instruisent. Alors, quand tu dis qu'ils instruisent, parce que là, c'est passionnant. Admettons que le bichon qui nous écoute a un terrain de 4500 mètres carrés. Hein. Bon, on en voit de moins en moins. Hein. À un moment, il se dit, dis donc, Jeannette, ça fait un peu beaucoup à entretenir. Et puis, on a un fils qui va se marier. Est-ce qu'on lui en donnerait pas un bout? Donc, c'est dans ce cas-là qu'il faut peut-être appeler un géomètre pour dire division de parcelle. C'est ça ou je dis des conneries? Voilà, tu vas tout de suite voir le géomètre avec ce lien qui est le tien pour analyser la situation. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'en général, on a les PLU qui sont disponibles en ligne. Si c'est encore du papier, si c'est à proximité, on a aussi les PLU. Christian, pour tous ceux qui nous écoutent, toi qui as la communauté de communes, un PLU, c'est quoi? C'est un plan local d'urbanisme qui règle tous les problèmes de construction. Donc, certaines communes sont dotées soit d'un PLU, soit d'une carte communale. Les cartes communales existent encore en zone rurale, je dirais. Ils sont consultables dans toutes les mairies. C'est gratuit. Au public. Tout à fait. C'est gratuit et ça fixe l'ensemble des règles que l'on doit respecter pour aménager le territoire. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Alors, je rajouterais que les PLU sont disponibles auprès de nos secrétaires de mairie les plus sympathiques, en général, évidemment. Mais tu peux rester chez toi, en ligne, consulter le PLU sur le site de ta commune, ce qui est souvent le cas. Il y a aussi le géoportail de l'urbanisme qui existe au niveau national, qui est un site super pratique où tu tapes le nom de ton bled et puis tu as ton cadastre, tu as tout. Voilà, donc il y a une mise en ligne qui a été, il me semble, rendue obligatoire pour les collectivités et qui est quasiment faite, on va dire, au niveau national. Donc Très bien. La plupart des PLU sont accessibles en ligne. Alors, ce qui est sympa sur le géoportail de l'urbanisme, c'est que tu as le côté cartographique. Donc, tu vas localiser l'endroit sur la commune où tu te trouves, dans tel hameau ou dans le centre du village, etc., pour localiser la zone dans laquelle tu te trouves. Et après, tu vas chercher le règlement de ta zone. Ah, c'est intéressant. Voilà. Ça veut dire pour les bichons qui nous écoutent que les règlements peuvent être différents en fonction des zones. Bien sûr, en fonction des zones et en fonction des communes aussi. Bien sûr, c'est de plus en plus complexe. Hein. Le cœur d'une ville est découpé en multiples zones qui peuvent être plus ou moins denses, qui peuvent être destinées plutôt à développer et à protéger le côté commercial d'un cœur de ville, par exemple. Et puis, tu as des côtés, le quartier résidentiel, tu as le périphérique de la ville où on va accueillir aussi de l'industrie, de l'artisanat ou d'autres types de commerces. Donc tout ça est géré par le PLU qui est mis en place par les communes, puis bientôt, comme l'a dit Christian, par les communautés de communes. C'est quelque chose qui va être de plus en plus courant et généralisé à l'échelle de la France. Donc dans quelques années, si on se revoit, Laurent, on ne parlera plus que de PLU intercommunaux. Parce que c'est pareil, là, l'État nous oblige à faire ça, il faut le préciser. D'accord. Et les obligations pour passer en PLUI, c'est 2027. J'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu par strate, c'est-à-dire qu'il y a ce zonage-là, il y a le PLU au-dessus, et moi, le terrain, il se situe en plus dans un parc naturel régional, et j'ai une surcouche encore qui vient par-dessus. Et donc là, l'idée, on a construit un projet, voilà. Enfin, et encore, je suis pas à proximité d'un bâtiment historique. D'une zone militaire. Ça, j'ai eu sur le précédent projet avec les archives des bâtiments de France. Mais bien la difficulté. Ouais, généralement,
J'aime bien les projets un petit peu particuliers. Et donc, dans l'idée, est-ce que c'est un petit peu un parallèle comme un peu la loi française et au-dessus, il y a les lois européennes et on doit se confronter à toutes ces strates-là? Le PLU est fait de toute manière quand une commune fait son PLU, il est à un moment adoubé par la préfecture, si je ne dis pas de bêtises, donc par l'État. De toute manière, un PLU est obligé de respecter le code de l'urbanisme. Donc, tu as le code de l'urbanisme en haut, tu as le PLU, mais quand tu as ton terrain, tu regardes le PLU en premier. Oui. Voilà. Mais tu as plus en plus de PLU. Du coup, là, tu tombes sur des problèmes d'interprétation qui vont dans tous les sens, qui font appel en disant règlement à un tel. Je suis tombé dernièrement sur le PLU de Nice, qui fait quand même 700 pages, le bébé. Non, 2000 pages, je dis une bêtise. 700, c'est celui de Lyon. Donc, il fait 2000 pages et tu peux penser que tout va être cadré dedans, mais tu as beaucoup d'articles qui font appel au code de l'urbanisme. Donc, tu es obligé de lire ton article, d'aller chercher le code de l'urbanisme. Des références. Et bon, les choses sont quand même généralement assez cadrées. PLU Nice, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Les valises, la mafia, les pots de vin. C'est un PLU en perpétuelle évolution. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas arrivé à se mettre d'accord parce que tu as pratiquement un normalement, c'est fait pour unifier sur tout un territoire les règles d'urbanisme. Et j'ai l'impression qu'ils ont gardé les règles d'urbanisme des différentes communes. Donc, ça fait qu'au lieu de faire un PLU un peu centralisé, donc il est assez complexe. Quand tu ouvres le premier tome, tu vois 500 pages, tu fais bon, et tu te rends compte qu'il y a 4 tomes. Tu prends ton premier rail de coke. Ouais, mais il faut savoir quand même, là je noircis un peu le tableau. Généralement, ton règlement de zone, il fait 5, 10, 15 pages maximum. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fameux PLU? Le géomètre est sur le terrain et il va diviser la parcelle en fonction de la réglementation du PLU, c'est bien ça? En fonction, on va écouter déjà les souhaits du client. Alors, le client, ça peut être déjà l'acquéreur, comme moi, c'était ton cas, Anthony. C'était la personne avant, en fait, qui avait une grande parcelle et qui souhaitait la diviser pour pouvoir en vendre. Oui, toi, tu étais acquéreur. Moi, j'étais acquéreur, mais toute la division avait été faite. C'était déjà fait en amont, d'accord. Donc en amont, le vendeur avait dû aller voir un géomètre expert pour dire « Bonjour monsieur, voilà, j'ai un terrain de 3000, 4000 mètres carrés. Alors déjà, peut-être on va le calmer et lui dire sur les 4000, vous avez 1500 qui sont constructibles seulement. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous avez aussi, en zone rurale, est-ce que vous avez un exploitant agricole sur site aussi ? Quand tu dis 1500, ça c'est propre au PLU. Voilà, on va avec le PLU. Parce que dans certaines communes, le gars qui a 4000, il pourrait peut-être avoir que 500 de constructibles ou alors 3008. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est vraiment propre à la commune, à l'endroit, à la parcelle. D'accord. Chaque parcelle, on doit faire son analyse et proposer donc au vendeur de procéder de telle ou telle façon, en sachant que chez nous, mon interlocuteur est souvent le propriétaire, effectivement, et pas un lotisseur. D'accord. Les lotissements sont quand même des opérations qu'on va voir de plus en plus, de moins en moins souvent, pardon. C'est plus compliqué. À l'échelle d'un particulier qui a un terrain, on va l'accompagner, le conseiller pour diviser, viabiliser les parcelles ou pas. Je ne sais pas si... Non. Anthony, non, c'est toi qui t'es... Viabilisé. C'est toi, d'accord. Donc, tu as eu la totale, voilà. T'as la totale. Oui, moi, je prends tout. Là, on peut faire une émission entière sur viabilisation des terrains, parce que c'est une vraie galère. Ça, c'est la partie aussi archi. Archi et géomètre, puisque nous, on va faire le plan topographique détaillé de la parcelle. Donc, on a parfois des parcelles un peu compliquées à aménager. Donc, on travaille de concert avec l'architecte pour nous faire le plan topo et lui s'adapter à la topographie du terrain. Donc, on modélise le terrain en informatique, en 3D. D'accord. Et pour qu'on puisse s'adapter. Et puis, dans les PLU intercommunaux, les PLU les plus récents qui sont sortis, on a des contraintes qui sont propres parfois au cœur de la ville, à un secteur donné. Ça peut concerner 5-6 propriétaires différents, 5000 m², mettons. Et là-dedans, tu vas devoir faire un minimum de 20 logements. Donc ça, c'est une vraie galère. Pour nous, c'est à la fois pour nous, c'est du plaisir aussi, c'est notre boulot, architecte et géomètre, que de composer avec ça. Mais c'est ça la densification aujourd'hui, et on le verra de plus en plus, des obligations de densifier dans un secteur bien déterminé. Mais dis donc, moi, je me mets à la place du pauvre gars qui a sa maison, qui est tranquille, qui arrive à la retraite, qui dit « Tiens, on va vendre un petit bout de terrain pour payer la retraite, etc. » On va dire à cette personne « Si vous vendez, demain, c'est 20 baraques sous les fenêtres. » Putain, dis donc, le mec, il est content. Autant vendre carrément sa maison principale et puis se tirer je sais pas où. Dans ce cas-là, ils vont cher aussi.
Oui, non, mais d'accord, mais enfin, des fois, il y a le côté... Moi, je te donne un exemple. J'ai acheté une maison, on a encore la chance, on a 1500 mètres carrés de terrain, en pleine ville. J'achète cette maison, je la rénove. 2 mois après, changement de PLU, à partir de maintenant, on peut construire sur 300 mètres. Donc, bien sûr, j'ai tous les margoulins du coin qui viennent en me disant « Je suis promoteur, je vous rachète votre truc une fortune. » Mais pour quelle raison je ferais ça ? Si j'ai acheté une maison avec un terrain de 1500 mètres carrés, c'est pas pour avoir, encore une fois, un nouveau couple qui s'installe avec 8 chiens, 4 mobylettes sous les fenêtres, machin, et avoir un voisin à 30 mètres de mes fenêtres. Je préfère dire, tant pis, enfin, quel est l'intérêt sinon d'acheter une maison avec un terrain ? C'est quand même incroyable. Sylvain, qui a une ferme magnifique, si demain, je lui dis, à 30 mètres de tes fenêtres, je te mets 28 maisons, il va chialer du sang direct. Ouais, non, c'est pas possible. C'est très, très dur. Je suppose que la ferme de Sylvain, elle est située en campagne. Agricole. Ah, voilà, elle n'est pas au cœur du village, donc il est à peu près peinard. Par contre, j'ai cru comprendre que toi, tu es plutôt au cœur d'un village. Moi, je suis en plein cœur d'un village. Donc, au cœur d'un village, tu peux aspirer à avoir ta tranquillité, vouloir aller cultiver, ramasser tes tomates. J'ai un potager, j'ai des poules. Tu peux avoir des chiens, des poules et tout ce que tu veux. Et te balader à poil, c'est ce que tu allais dire. Si tu veux aussi, organiser ton petit bonheur de vie dans ton jardin. Et tu veux aspirer à la paix et tu vas aspirer à jouir de ton terrain comme tu as envie. Mais le jour où tu vas apprendre que le PLU de la commune change et que ton terrain qui était constructible entièrement va devenir quasiment inconstructible pour toute la partie fond de parcelle, le fond de jardin, là peut-être que tu vas réfléchir à ta façon. Chacun va réfléchir comme il le souhaite, mais peut-être que certains vont décider de vendre le bout de jardin qui est derrière pour faire 1 ou 2 maisons très très vite avant que ce soit déclassé. Ou alors, tu vas dire, moi, je m'en fous, j'ai mon terrain pour profiter de la vie. Ah ouais, moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Et je m'en fiche du potentiel financier qui est là, sous mes yeux, quand j'ouvre la fenêtre. Voilà, je m'en fiche. Demain, ça ne vaut plus rien. Ça n'a pas de prix. Enfin, ça ne vaut plus rien, c'est pas le mot, parce que ta maison, elle va avoir les caractéristiques d'une belle maison avec un grand terrain d'agrément, mais il restera terrain d'agrément. Et la marche arrière, tu la verras pas, et tes petits-enfants non plus, parce qu'on ne va pas faire marche arrière pour rendre à nouveau constructible le jardin. Tant pis. Voilà, tant pis, c'est ça. On a compris en zone rurale, ici chez nous, le terrain ne vaut pas encore très, très, très cher. Donc, en général, la plupart des gens vont faire comme toi, dire moi, je conserve mon jardin et j'en profite. Si par contre, ton joli petit bien était aux portes de Lyon, aux portes de Montpellier, aux portes d'une grande ville, là, par contre, pour le coup, je pense que tu vas passer les nuits blanches à te dire merde, j'ai un terrain, je peux vendre 2 parcelles, 3 parcelles à 200 000, 300 000 chacune. Qu'est-ce que je fais ? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Moi, j'en ai une aussi de remarque par rapport à ce que tu as dit. Là, s'il y a la maison et c'est le fond de ton terrain, il y a encore une utilité à tout ça. Mais j'avais un exemple d'un père de famille qui avait acheté du terrain en se disant c'est pour mes enfants des choses. Il faut se tenir informé des changements qui vont se faire sur le PLU parce qu'il achetait un terrain constructible à une époque où c'était encore abordable. Il a pris une valeur dingue. Le terrain est passé non constructible, il a un champ de patates. Quoi. Voilà. Donc, il ne peut plus le céder à ses enfants, il n'y a plus possibilité de poser un permis dessus. Donc, même si on est propriétaire de foncier, il faut peut-être faire gaffe à tous ces changements de PLU et se tenir un petit peu informé. Je pense que c'est important. Il faut se tenir informé, mais ça dépend tout de ce à quoi tu aspires quand tu as ton terrain. Parce que les patates, c'est excellent. Hein. Et effectivement. C'est sûr. On a besoin de place pour les mettre, nos patates. Donc, le géomètre peut renseigner ça. Quelqu'un qui écouterait cette émission, qui dirait merde, on a un peu de terrain, il faudrait peut-être que quelqu'un nous dise un peu à quelle sauce on va être mangé. Tout simplement, voilà, la mairie aussi, Christian va nous le préciser, mais tout simplement, il faut se munir des références cadastrales de la parcelle, à savoir que toutes les parcelles en France sont référencées par le biais d'une section cadastrale et un numéro de parcelle. Donc, avec ces 2 éléments-là, on a en quelques secondes accès à plein d'informations, maintenant, avec des portails en ligne, comme je disais tout à l'heure, le géoportail. Nous, les géomètres experts, on utilise le géofoncier, qui est un portail extraordinaire qui donne tout un tas de renseignements, puisque on a les documents d'urbanisme qui sont aussi numérisés sur notre portail Internet à nous, le géofoncier. Et ça, c'est la façon de faire en autonomie ou avec le géomètre expert. Et puis sinon... Non, mais par contre, moi, ce que je voudrais rajouter à tes remarques, c'est que quand il y a une révision de PLU dans une commune, il faut bien aller s'informer et aller consulter. Si le terrain n'est pas déclassé ou il change de destination.
C'est très important et faire les remarques. Et est-ce que la mairie prévient, là, quand c'est comme ça? Ou est-ce que le mec, il se lève le matin et puis son voisin se moque de lui en disant... La mairie ne prévient pas obligatoirement. Et certainement pas de façon individuelle. Par contre, il faut s'enseigner. Non, mais elle pourrait faire passer une publication. Attention, nous nous apprêtons à... Il y a des annonces légales sur les journaux qui signalent que le PLU est en révision. Pas hésiter à aller voir sa mairie. Voilà, tout à fait. Puisque là-bas, on a l'information, elle est là. Et puis, c'est justement auprès du secrétariat en mairie qu'on va demander, au fait, j'ai entendu parler d'un PLU intercommunal, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Et puis, il y a ça, puis il y a la destination du terrain, parce que juste avant de parler justement à tous ces dépôts de permis de construire, etc., on va y revenir bien sûr avec Sylvain, pour vous aider, vous qui nous écoutez dans vos démarches. Là, on parle du terrain en ruralité, on parle du terrain en ville, on a aussi ce qu'on appelle les terrains dits loisirs. On se pose toujours la question, vous allez peut-être certainement nous aider. Des fois, tu dis, oh, regarde là, est-ce qu'on se mettrait pas une petite cabane au milieu des bois, au milieu, comme tu vois dans toutes les émissions? Comment faire? Où c'est qu'on se renseigne? Parce que là, j'ai l'impression que si je vais sur le Bon Coin et que je tape « cherche petit chalet au milieu des bois », il n'y a rien du tout. Je ne saurais même pas comment m'y prendre. Si demain, je veux une petite cabane dans le Beaujolais, quelque chose de 30 mètres carrés avec vue sur un petit lac, est-ce que ça, c'est possible? Non, mais parce que on voit ça tous les jours à la télé, tous les jours dans des émissions, tous les jours pareil, mais on a l'impression que c'est une espèce de licorne inattrapable. Il faudrait que tu arrives à trouver un terrain constructible en zone agricole, ce qui est pratiquement impossible maintenant. À la limite, après, il y avait une loi qui était faite. Il faut que je passe un CAP d'agriculteur. C'est ça, tout à fait, je vais dire. Si tu es agriculteur, et que ton exploitation soit à moins de 100 mètres, que ton exploitation ait du vivant et que tu aies une justification à habiter proche de ton exploitation et que tu dois être à moins de 100 mètres de ta station. Donc, c'est pas évident non plus. Même si mais alors, bon, demain, au lieu d'être agriculteur, j'achète un bout de forêt parce que ça, j'ai le droit. Je vais sur le Bon Coin ou n'importe où, par rue vendue. Bref, je vais voir mon géomètre, mon notaire. Je dis, tiens, dis donc... chérie, là, il y en a un qui vend 3 hectares de forêt. Bon, j'ai mon bout de forêt. Je peux y mettre un mobil-home, une caravane, un chalet, un truc. Comment ça marche? Alors, normalement, pas trop. Des fois, tu l'as indiqué au PLU. C'est-à-dire que sur ta zone, il va noter que tu as interdiction de faire du caravaning, par exemple. Donc là, la solution est bouclée. Tu as d'autres zones où ça va pas être mentionné, donc tu peux y aller un petit peu. Mais une cabane de chasse, un truc comme ça. Oui, une cabane de chasse, c'est sur du construit. Et du construit doit répondre, même si tu as moins de 5 mètres carrés, donc tu pourrais faire une mini cabane à moins de 5 mètres carrés, tu n'es pas assujetti à permis de construire, ni à demande préalable. Sauf que tu peux te dire, bah chouette, c'est open bar, mais sauf que tu dois quand même répondre aux règles d'urbanisme dans tous les cas de figure. Donc, comment on fait, Christian, quand c'est comme ça? Parce que moi, toute ma vie, quand on était gamin, on avait un tonton qui avait une cabane au bord d'un étang dans la Dombe. C'est fabuleux. On se balade du côté de Chambéon, il y a des étangs, on dit « Oh, c'est joli, ils sont entourés de haies ». Puis quand tu regardes, tu dis, tiens, regarde, ils ont fait un petit chalet à côté, ça doit être bien, tu vas passer le week-end là-bas. Comment ça marche, ça, pour avoir la même chose? Faut baisser la tête. C'est très compliqué, c'est pratiquement pas possible à l'heure actuelle. Ouais, non, faut pas... C'est fou, ça. Et ça vient de quoi? Il y a des nouvelles normes et tout ça. Puis voilà, il y a des choses qui étaient tolérées à une époque et qui ne le sont plus maintenant. Donc, il faut acheter quelque chose qui est déjà construit, quoi. Oui, voilà. Alors, on a encore la chance d'avoir des habitations, des vieilles habitations dans nos campagnes qui sont disséminées par-ci, par-là. Donc, si tu tombes sur une maison au milieu des bois qui a encore la chance d'avoir son toit, donc qui n'est pas considéré comme une ruine, eh ben, tu vas voir ton architecte, ton géomètre. On va demander ensemble un certificat d'urbanisme pour voir la faisabilité de l'opération, de réhabiliter un bâtiment, changer la destination si à côté de ce bâtiment, tu as un atelier, une étable et que tu veux le passer en habitation. Agrandir, donc gagner la surface de plancher. Voilà. Donc il y a des démarches que tu peux faire qui ne te coûtent pas très cher, encore une fois, auprès de la mairie, pour voir le potentiel d'un bâtiment que tu aurais trouvé existant. Mais sur de l'existant, oui, ça vaut le coup d'y réfléchir. Mais attention, s'il s'agit d'un bâtiment agricole existant en pleine campagne, à mon avis, c'est mort. Tu feras rien, parce que c'est pas une habitation du départ. Oh là là, c'est pas facile. Hein. Et le PP, il avait fait un truc comme ça sur le terrain, sans aucune autorisation. Aujourd'hui, ça vaut rien ou on s'est admis de pouvoir la garder?
Il y a un délai de prescription, normalement, si la prescription est passée, non? En pénal, mais pas en urbanisme. C'est un peu. Ouais, alors c'est un flou, quoi. S'il s'agit, alors peut-être pas du PP, mais de l'arrière-PP, voilà. Pour vraiment une vieille habitation, on ne peut pas nier le fait que c'est de l'habitation, même très très ancienne. D'accord. Mais bon, là, on va parler de tout ce qui a été fait avant 76, exceptionnel. avant la loi sur l'architecture, où il n'y avait pas trop de nécessité, mais tout ce qui a été fait après 76. Normalement, ça doit être assujetti à permis de construire. Bon, donc c'est pas facile. Et d'ailleurs, quand tu l'achètes, le notaire va vérifier si le bâtiment a été édifié en bonne forme. Ou après, il faut acheter un terrain de loisir, quoi. Un terrain de loisir sur lequel on peut peut-être dire, bah tiens, j'ai le projet, je sais pas, de faire un bout de camping, de faire. Mais comme l'a dit Sylvain, c'est pas évident puisque le PLU va aussi légiférer le camping, le caravaning, les mobilhomes. Tout ça sera précisé. Et puis les PLU sont de plus en plus détaillés, précis, répondent à des demandes actuelles, comme par exemple d'installer une yourte dans une clairière au milieu des bois. Ça, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. On a des yourtes là près de chez nous qui sont érigées légalement. Et pourquoi? Parce que c'est un habitat démontable, c'est ça l'idée? Il y a une surface, il y a quelque chose, c'est quoi les règles? On est dans le flou, on est sur une niche là. Et de l'interprétation sur certains PLU. Il y a des PLU qui ouvrent pas d'interprétation. Déjà noté dedans. Ils ont dit chez nous, il n'y a pas de yourte. Il y a des PLU, le texte est fait. Bon, voilà, il y a un flou, il y a une possibilité d'interprétation, et après, certaines personnes arrivent à se faufiler dedans. Mais le problème, c'est que l'évolution des PLU fait que tous ces flous se ferment les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il y a une évolution et quand il y a eu des... ça se verrouille petit à petit, quoi. Ce qui est logique aussi. Alors, moi, je trouve ça logique. Je suis pour le premier à essayer de respecter les choses. Bien que j'aimerais de temps en temps qu'on ait quelques possibilités, mais des possibilités encadrées. Quand je parlais d'une petite cabane de pêche, je parle absolument pas d'un campement sauvage, machin, qui va tout dénaturer. Je parle d'une jolie petite cabane de pêche, comme on voit au Canada, au bord d'un truc qui fait de mal à personne. Bon, ça, c'est mon avis à moi. Donc, j'ai un terrain. Ce terrain, il est viabilisé. Ce terrain, et dessus, il y a l'eau, l'électricité, il y a tout. Il n'y a plus qu'à construire. À partir de combien de mètres carrés j'ai besoin d'anarchie? Combien de mètres carrés j'ai besoin de faire de déclarer quoi que ce soit? Comment ça se passe? Alors, j'ai à peu près les réponses. Donc, on te le souhaite. Donc, tu as deux procédures. Tu as la demande préalable et la demande de permis de construire. Donc, la demande préalable, si c'est quelque chose d'indépendant, c'est jusqu'à 20 mètres carrés. C'est-à-dire que si tu fais un bâtiment de moins de 20 mètres carrés, c'est demande préalable. D'accord. Donc, un abri de jardin, un pool à housse, etc., 19 mètres carrés, c'est demande préalable. Voilà. D'accord. Si si c'est une extension, par contre, sur une zone urbaine, si je ne dis pas de bêtises, parce que là, le champ est assez vaste, tu peux avoir une demande préalable jusqu'à 40 mètres carrés. À condition que ton ensemble bâti, au final, ne dépasse pas les fameux 150 mètres carrés de surface de plancher. Alors, attends, parce qu'alors là, on en a perdu la moitié. Si c'est une extension, donc ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 40 mètres carrés. A priori, sur zone urbaine. Extension veut dire on colle quelque chose à de l'existant. Oui. Je peux pas, moi, dire je fais une extension de salle de bain, mais elle est à 20 mètres de la maison. Ça ne marche pas. Non, c'est attenant. Il faut attenant avec une circulation possible entre les deux. Et jusqu'à maximum 150 mètres carrés sans passer par un archi. Sans passer par un archi. D'accord. Après, l'ensemble. J'ai un existant de 90 et je viens rajouter 40. Je suis à 130. J'ai pas besoin d'archi. C'est ça qu'on est en train de dire. Et on parle de surface de plancher. Surface plancher, oui, parce que ça peut faire 2 étages. À condition que le PLU soit d'accord. Ça dépend de ton centre bâti. Par exemple, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a demandé un renseignement, il voulait le poser par lui-même. Mais il était sur deux surfaces cadastrales différentes. Il avait sa maison, il avait quelque chose à côté. Donc là, il posait son PC sur une entité différente. C'est-à-dire qu'il scindait les deux. Alors, c'était juste pour faire un bout de garage. De toute manière, tu vas retomber sur tes 150 mètres carrés à un moment ou à un autre. Parce qu'une maison, dès que tu commences à l'agrandir, souvent, tu vas flirter avec ces surfaces-là. Et même si tu ne flirtes pas avec ces surfaces-là, il faut savoir que tu n'as le droit de poser ton permis de construire sans signature d'architecte, quelle que soit la surface, à partir d'1 mètre carré, si tu construis pour toi-même, en personne physique, et pour ton usage personnel. C'est-à-dire que si tu es une société, de toute manière, si tu veux faire 5 mètres carrés, il faut un archi. D'accord. Une SCI, je ne savais pas. Tu fais de l'investissement log, c'est aussi la même chose. Et c'est même un piège à un niveau, c'est-à-dire que nous, on est arrivé, nous, en tant qu'archi,
On n'a pas le droit de prendre un projet. Des fois, on nous dit oui, il faut faire une signature. C'est interdit sur notre profession. D'accord. On a le droit d'apposer notre signature sur un projet que si on a participé à la conception du projet et si on a au moins dessiné les pièces. D'accord. Donc, Ça engage ta responsabilité. oui, en plus, oui. Oui, mais en tant qu'architecte aussi, voilà, on n'a pas il faut, voilà, on appelle ça une signature de complaisance. On n'a pas le droit de signer en bas d'un PC. Oui, ton voisin qui vient et qui dit « Dis donc, Dédé, regarde donc, j'ai fait des plans magnifiques, il me manque juste une signature. On va bien s'arranger. » Voilà, ok. Comme on dit, pas vu, pas pris, mais normalement, c'est interdit. C'est interdit. Après, le problème qu'il y a eu des pièges comme ça, où des gens qui sont venus me voir, mais ils étaient coincés. C'est qu'ils avaient déposé leur permis de construire en nom propre, et après, ils voulaient, en tant que construction, le faire passer sur une SCI. Ah. Ben, le problème, c'est que dans un premier cas, pas de signature d'archi. Dans un deuxième cas, signature d'archi. Sauf que l'archi, normalement, on est toujours pareil. Et oui. Tu n'as pas le droit de signer. Donc là, il faut quoi? Que l'archi refasse les plans. Ouais. Putain, dis donc, c'est un peu la galère, ça. Hein. Puis, tu conseilles en conception. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire une révolution complète sur le dossier. Mais enfin, le moins des choses que tu as à faire, c'est quand même un conseil professionnel. Bien et sûr. si tu vois que le gars, il a fait 10 mètres carrés de couloir qui ne servent à rien, que tu peux les remplacer par une petite pièce de dessert ou des choses comme ça, voilà, il faut que tu aies une réflexion de conception sur le dossier en question. Donc là, on parlait un petit peu du neuf ou éventuellement d'une extension. Mais alors, par exemple, pareil, le gars qui nous écoute cette émission, qui dit « Tiens, dis donc, je voudrais faire une ouverture, je voudrais rehausser la maison, je voudrais changer la couleur de mes volets, je voudrais... » Quelles sont les limites? Jusqu'où on va? Parce que moi, par exemple, dans mon cas, je m'étais renseigné, passé un temps, j'avais fait un petit poulailler chez moi. J'ai fait exactement ce que Christian nous a dit. J'ai été voir ma mairie, j'ai dit, je vais mettre une petite serre, alors une serre de vogue, hein, tu sais, un truc avec 2 arceaux, un poulailler, 2 arceaux, et puis une petite cabane de poulailler, mais ouverte, comme une sorte de petit préau. Ils m'ont dit, non, vous la faites de moins de 5 mètres, comme il y a besoin de rien du tout. Donc, j'ai été me renseigner justement parce que je me suis dit, tu comprends, le mec, il fait des émissions où il donne des conseils à tout le monde. Si chez lui, c'est de la merde, le premier gars qui est un peu mauvais, il va me tomber dessus. Donc, j'essaye d'être bien dans les clous, tu vois. Donc, c'était très gentil, mais je le savais même pas. Elle m'a dit, ah non, pour ça, vous avez besoin de rien. Si, comme ça, c'est ouvert, il y a besoin de rien. Si... Mais comment on le sait, ça, par exemple? En dessous de 5 mètres carrés, tu n'as pas besoin de faire de dépôt de permis de construire, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, tu as quand même besoin de respecter les règles d'urbanisme. C'est-à-dire que si sur ta règle d'urbanisme, tu dois construire à 3 mètres de distance de ta limite de propriété, ton poulailler, tu ne pourras pas le mettre à 2 mètres. D'accord. Sinon, ton voisin peut s'en plaindre. Souvent, c'est soit limitrophe, soit à 4 mètres ou un truc comme ça, quoi. Hein. Si tu fais une modification de façade seule, c'est demande préalable. Alors, qu'est-ce qu'on appelle d'abord une modification de façade? Modifier tes fenêtres. Changer la couleur du crépi? Voilà, faire une baie vitrée à la place d'une fenêtre, toutes ces choses-là, c'est une demande préalable. Donc, une demande préalable, pas forcément, tu n'as pas besoin de passer par un architecte. Tu dois le dessiner, le représenter aussi. Et faire une 3D qui représente l'état fini de ton projet. Finalement, les choses se durcissent un peu. Et l'autre chose qu'il faut savoir, par exemple, si tu veux faire simplement un changement de destination de locaux d'un bâtiment, un bâtiment industriel, tu veux le passer en habitation, si tu modifies pas tes façades, c'est aussi demande préalable. Tu n'as pas besoin de l'archi. Par contre, si tu fais à la fois le changement de destination de locaux avec la modification de façade, ce qui se passe quand même assez souvent, parce que là, ça redevient archi. En fait, c'est la création de surface de plancher qui est importante à considérer. Puisque si tu ne fais que changer l'allure de ta façade, tu ne vas pas nécessairement créer de la surface de plancher. Donc, ça veut dire que même si demain, j'ai 4 fenêtres carrées et à la place, je veux mettre 4 fenêtres rondes, ou alors que je veux mettre une baie vitrée de 8 mètres de long, il n'y a pas de dépôt de permis, c'est déclaration préalable. Déclaration préalable. Tu peux télécharger l'imprimer, c'est un CERFA, tu sais, c'est des formulaires... officiel, donc tu trouves le dernier CERFA à jour sur Internet, tu le télécharges, tu le remplis. Les dépôts se font en mairie, comme Christian l'a précisé tout à l'heure. C'est aussi maintenant dématérialisé la plupart du temps. Parce que tout à l'heure, Steve, là, ton pote, parlait de 5 dossiers papier, mais c'est plus d'actualité. Ça, aujourd'hui, on dématérialise maximum. Après tout ça, on les pose, mais il y a des délais qui doivent courir. Donc, quels sont les délais d'épée, permis? Alors, les délais c'est variable, oui. Pour la DP, c'est 1 mois. Ouais. Et c'est encore le même fonctionnement. S'il n'y a pas de réponse, c'est un accord tacite, c'est ça? Tout à fait. Donc, on prend acte du dépôt. Voilà, tu as un récépissé de dépôt.
Il y a un besoin d'informer comme pour un permis de construire ou Oui, pas? tout à fait. On a besoin de mettre un panneau de chantier devant son truc. Est-ce qu'il faut s'envoyer une lettre recommandée pour... Il n'y avait pas une histoire comme ça, passer un temps? Oui. Alors, Tu prends une l'affiche- photo, éventuellement. Ouais, l'affichage dure 2 mois, donc si tu m'as dit que tu t'entendais bien avec tes voisins, donc il n'y a pas de souci, mais dans l'hypothèse où il y a un des voisins qui tous les jours là, pense à la crasse qu'il va pouvoir te faire, quand tu vas vouloir faire ton pool house ou ta piscine, Ouais. tu as intérêt à faire l'affichage non seulement pendant 2 mois, mais là je te conseille de faire venir un huissier de justice Qui va constate. constater Ouais. officiellement que tu as bien fait l'affichage au début, pendant, à la fin. Ouais, c'est vrai. Bon, ça te coûte 2-3 sous, mais au moins tu es tranquille. Et ton voisin, là, va pas t'attaquer au tribunal simplement pour un défaut d'affichage. Oui, parce que cet affichage, en gros, il permet de prévenir la terre entière que, attention, je m'apprête à faire ça, et que c'est un petit peu comme un mariage. Si quelqu'un a besoin de dire quelque chose, qu'il ouvre sa bouche ou se taise à jamais, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Donc la personne a ce qu'on appelle, ça ouvre à ce qu'on appelle un Recours des tiers. Recours des tiers. Comment ça marche? Comme tu l'as dit, le recours des tiers. Donc, c'est-à-dire la personne que va attaquer pendant le... La personne va voir la mairie, pendant qu'il dit a moi pris j'ai vu que mon connaissance voisin du veut faire un projet. pool house comme ça, je veux voir les plans, j'ai vu les plans, je suis pas d'accord. Et je crois que ça a changé. Parce qu'il y avait un truc qui était assez dingue avant. C'est que tu habitais genre à l'autre bout de la France, tu passes, tu vois un panneau, bah ça me plaît pas. Et en fait, tu avais le droit de contester un truc d'une commune qui. Mais t'étais même pas habitant là-bas. Un quoi. truc de fou. Il y a des gens qui s'étaient spécialisés là-dedans Ouais. parce que tu avais des anciens promoteurs immobiliers qui faisaient des recours dans toute la France et finalement qui trouvaient un accord, on va dire, financier pour enlever le recours parce que le promoteur avec un recours ne pouvait pas construire parce qu'il ne pouvait pas vendre. Donc là, et donc oui, ils ont fait un holà là-dessus. J'avais entendu ce truc-là où sur des gros projets, ils prévoyaient des enveloppes en amont pour c'est quand même une s'arranger avec les gens pour pas qu'ils leur bloquent un gros projet. C'est quand même une honte. Donc là, mais admettons que donc ça maintenant ça c'est fini, tu nous rassures. Hein. La personne qui peut faire le recours, c'est une personne dans le village concernée, ou en tout cas qui est directement Motivation à concernée, agir, oui, tout à qui a une vraie motivation à agir. Par exemple, quelqu'un qui dirait moi là, il est marrant avec son agrandissement, mais enfin si demain il fait ça, dans ma cuisine, je vois plus le soleil. Donc je suis contre. Il peut s'opposer à ça pendant combien de temps? Pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Donc, il s'y oppose comment? Il s'y oppose auprès de la mairie ou est-ce qu'il faut qu'il fasse un dépôt de plainte? Comment C'est la mairie qui a attaqué finalement parce que le permis de construire, c'est ni la personne qui l'a posé ni l'archi. C'est finalement la mairie qui l'a délivré. Et donc, c'est la mairie qui est en première ligne à ce moment-là. Et du coup, moi, j'ai une question par rapport à ça. Si la personne va lui dire que ça ne lui va pas, elle peut retoquer, j'imagine, s'il y a un problème par rapport au PLU. Ils n'ont pas respecté une hauteur, quelque chose. Mais si tout rentre dans le cadre, ça lui plaît pas, mais ça lui plaît pas. Comment ça se passe? Qui a le dernier mot, quoi? Tribunal administratif. C'est le tribunal administratif qui va changer, qui va. Mais ils vont se baser trancher, sur hein. ce qui existe en règle ou sur l'espèce de préjudice que peut avoir une Sur personne? le PLU et sur les jurisprudences. C'est pour ça que c'est assez vaste. D'accord, ok. Donc la Et mairie. ça peut traîner pas mal de temps. 2 ans, généralement. Encore faut-il que quand le voisin ou une autre personne va contester, que ce soit contestable, hein, qu'il y ait une bonne raison. Oui, c'est ce que nous disait Christian, c'est-à-dire qu'il y a une vraie motivation. Et parce que finalement, ça peut être retoqué. Là, la mairie peut dire non, mais attendez, là, vous rigolez, c'est irrecevable votre truc, merci, au revoir. Et cela explique aussi, actuellement, on a les permis, on va dire, de construire, que ce soit des pièces complémentaires ou autres, on en parlera sur les délais peut-être juste après, sont de plus en plus cadrés, on va dire. C'est un peu ceinture brutale. Nous, ce qui nous fait râler en tant qu'architecte, parce que des fois, on nous demande, voilà, c'est très très long. Des fois, on arrive à avoir des permis de construire. Là, j'en ai un au bout du 3e dépôt. Donc, on met 1 an pour avoir un permis de construire. Par contre, ce qui est, entre guillemets, responsable de cela, c'est justement les tiers qui faisaient des recours. Parce que la judiciarisation de la société a fait que les gens attaquent un peu à droite à gauche, et donc du coup ceux qui sont attaqués c'est les mairies, donc leurs services instructeurs ont intérêt à barder les choses au-dessus pour qu'ils soient le moins attaquables possible. Alors ça fait que c'est pour ça qu'on a une difficulté à avoir les permis de construire qui monte crescendo, parce que justement on a des parce que recours, tout le monde fait ceinture et bretelles, quoi. Oui, parce que ça attaque de partout. et donc du coup tout à l'heure on parlait du panneau d'affichage de 2 mois. Mais l'affichage, il doit durer 2 mois ou l'affichage doit durer tant que les travaux ne sont pas finis? Le panneau de chantier après. Oui, le panneau de chantier, je parle. Le panneau de chantier, excusez-moi. Alors souvent, par défaut, sur des petites constructions, le panneau de chantier, on laisse le permis de construire filer. Il y a souvent les références de l'architecte ou autre. C'est-à-dire que simplement que la maire chaussée, enfin si la gendarmerie passe, sache
qui est appelé, quoi. Voilà, Oui, il y a oui. une référence. Par contre, quand tu es sur des plus gros chantiers, on fait des panneaux de chantier avec les références de toutes les entreprises, la maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle, la maîtrise d'ouvrage. Voilà, un vrai panneau de chantier, c'est ça. Mais c'est vrai que l'affichage obligatoire est de 2 mois, mais le panneau de chantier, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il dure tant que c'est en travaux, quoi. Tant que le certificat d'achèvement N'est pas fini. N'est pas déposé en mairie. On a parlé de tout ça, maintenant parlons de ce qui ne touche pas la maison. Je veux changer mon portail, je veux faire une entrée bateau, je veux mettre une piscine. Quoi là? On est sur du DP, du permis? Alors sur le changement sur la problématique de l'accès, on fait des démarches parfois par rapport au gestionnaire de la voirie, qui peut être la commune, sur une voie communale, ou une départementale. Alors, sur le départemental, il faut être très vigilant, puisque pour une ouverture nouvelle sur une parcelle, on va demander une permission de voirie pour notre client, de façon à ce que un agent du département se déplace, observe les lieux, voit la dangerosité particulière à cet endroit-là. Si ça ne convient pas, il va nous expliquer par A plus B qu'il faut aller se décaler 15 mètres plus loin pour faire l'entrée, pour qu'elle soit sécurisée. Et là, on aurait une permission de voirie pour ensuite enchaîner. Donc, là aussi, on est dans la faisabilité des fois d'une opération, puisque pour ce qui me concerne, je suis souvent devant un terrain nu pour lequel il faut choisir l'endroit où on va accéder et aussi le nombre d'accès, parce que lorsqu'on fait un découpage, on va avoir tendance à demander plusieurs accès, mais il ne faut pas abuser. Si tu demandes 6-7 accès sur une départementale, il est clair que ça va être refusé. Oui. Donc, on aura une entrée obligatoire à un endroit donné pour l'ensemble des lots. Et ensuite, ça détermine la forme d'opération qu'on va faire derrière, et voire même la faisabilité complète de l'opération. Donc, c'est une bonne question, l'installation, la création d'une entrée. Je n'en suis pas là au portail, c'est bien en amont. Est-ce qu'on peut sortir à tel endroit? Donc, sur des voies communales, en général, les maires sont très conciliants, mais en même temps pas imprudents, hein, Christian, puisque il mettra en jeu sa responsabilité s'il autorise une sortie en plein virage. En plein virage, d'accord. Voilà. Donc, très bien. Tu as eu ce problème, toi, Anthony? Non. Il manquerait Alors, plus oui. que ça. Non, puisque tu les cumules. C'était une grande parcelle, sauf qu'ils ne pouvaient vendre que ceux qui avaient un accès sur la rue du village. Ouais, parce que sinon, pour les autres, il fallait faire justement un passage et lotir. Voilà. Donc moi, j'ai pu acheter un des deux qui a un accès direct sur la rue. Direct et assez court, parce que parfois, tu as un accès à rendre carrossable qui peut être relativement long. Si tu as 100 mètres linéaires de chemin à faire avec tes bras musclés, t'appelles. Ouais, c'est ça. Donc, mais il est courageux, il est courageux. C'est un accès direct, donc c'est important. Et dans les projets de découpage, en amont, c'est une des problématiques je pense que là, ça peut être un point épineux, ça peut être un point qui fait capoter un projet. Là, je pense que le géomètre lui a prévu, parce que lui, c'était vraiment une très grande parcelle, qui était aussi en partie agricole. Et il y a des choses aussi dans le PLU, s'il veut construire plus bas, il va falloir qu'il mette des commerces. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont articulées. Globalement, je pense qu'il n'y aura rien. Le géomètre, on reconnaît facilement son passage, puisque quand il part, il a borné. Ces bornes, du fait que vous appartenez à un ordre, etc., elles ont une valeur juridique. Oui, tout à fait. Donc, sur les bornages de terrain, là, puisqu'on parle de terrain à bâtir, mais pas que, mais les bornages de terrain à bâtir sont obligatoires dès lors qu'on détache un terrain à bâtir, c'est-à-dire que d'une grande entité, tu extrais une parcelle pour la vendre à Anthony, par exemple, ou plusieurs parcelles. Là, on est dans la catégorie des lotissements, au sens large, le lotissement avec sa connotation juridique. Et donc, le bornage est obligatoire. Donc, l'acquéreur comme Anthony, quand il achète, chez le notaire, on va lui garantir que son terrain, il est borné. On va faire un descriptif du terrain à bâtir. Il est fait par le géomètre expert pour dire les garanties que Anthony, là, au moment où il prend possession, il va savoir la surface précise de son terrain. Au centimètre près, il a toutes les codes périmétriques de la parcelle. On aura joint un PV de bornage qui sera signé de tous les voisins, soit un PV de bornage qu'on vient de faire, soit un qu'on a fait peut-être il y a 6 mois pour le voisin d'ailleurs. Voilà, donc c'est les PV de bornage, les arrêtés d'alignement délivrés par les communes ou par le département concernant la limite du domaine public. Voilà, les servitudes d'utilité publique, on va aussi les porter sur les plans, ou des servitudes d'ordre privé qui ont été peut-être même imposées par le vendeur. Alors, tu n'as pas eu cette galère, tiens, Non, je n'ai pas eu cette galère. Imagine, le vendeur aurait pu t'imposer de construire une maison de plein pied, c'est-à-dire en mettant une servitude. Alors, attention, je vais parler en latin.
le non altus tolendi. Donc ça, c'est le vendeur qui, par exemple, dit « je vends un terrain à Antony, par contre, comme moi, j'ai la maison qui est juste au-dessus et je vois... je veux garder ma vue. Je vois le Mont Blanc, voilà, je veux continuer à voir le Mont Blanc. Donc, Antony, vous construirez une maison qui ne sera pas à plus de... Alors, si je parle en altitude locale, on parle en altitude. Donc, on va dire, le vendeur va dire, Antony, tu construis ta maison à pas plus de 342 mètres,50 m. Voilà. Donc, le fêtage n'ira pas plus haut. Donc, ça, c'est un potentiel qui peut être réduit sur la parcelle. C'est une volonté de l'acquéreur, du vendeur, pardon. Okay. Le vendeur vendra un petit peu moins cher, puisque le potentiel et c'est quelque chose que toi, tu vas, j'imagine, mesurer, acter, et ensuite que le notaire doit donner comme une espèce de conseil en disant attention, il y a cette contrainte-là. C'est pire que ça, c'est inscrit dans l'acte, c'est publié aux hypothèques, c'est une convention de servitude. Donc là, dans l'exemple que j'ai donné, c'est quelque chose qu'on t'impose, ou sinon tu achètes ailleurs. Oui. Et voilà. Donc on peut aussi dire une partie du terrain qui est non constructible, de façon à ce que par rapport à la maison du vendeur qui reste ici, l'acquéreur construit suffisamment loin, donc il va peut-être exiger que la maison à venir à construire sera à 20 mètres de sa maison, par exemple. Donc ça, on va le porter sur les plans. C'est annexé à l'acte notarié, c'est expliqué littéralement par le notaire, et ça s'impose pour toujours. Ok. Voilà. D'accord, ça, on se couchera tous moins bêtes. Quelles sont les difficultés auxquelles les porteurs de projets peuvent vraiment être confrontés? Quels sont les points de vigilance qu'ils doivent vraiment respecter s'ils ne veulent pas aller au-delà de problèmes, quoi? Quand on dépose une autorisation, quand on dépose un permis, quel est le carton rouge? Défaut déclaratif. C'est-à-dire que si tu déposes moi, à mon sens, c'est le plus dangereux. C'est-à-dire que si tu déposes un permis de construire sur un terrain existant, par exemple, ou sur un bâtiment existant, en faisant un défaut déclaratif, c'est-à-dire que tu déclares des choses qui n'existent pas ou autres pour tromper l'administration. Il faut savoir que le recours des tiers, c'est 2 mois. Le code civil, le recours déclaratif, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 10 ans. C'est-à-dire que si tu fais un défaut déclaratif en disant, voilà, ma maison existante, elle fait 90 mètres carrés, j'en rajoute 50, je suis dans mon coefficient d'emprise au sol et tout va bien, et que finalement, ta maison existante, elle a 130, tu as un défaut déclaratif. D'accord. Et donc, il faut savoir que normalement, le PC est déclaratif. C'est-à-dire que logiquement, l'instructeur doit se tenir à ce qui est déclaré sur le PC. Il n'a pas de pouvoir d'enquête de police ou autre. Alors, ils vont vérifier quand ils voient quelque chose qui est complètement aberrant par rapport aux fautes aériennes ou autres, ils vont quand même vérifier. Ils n'ont pas de pouvoir d'enquête de police. Donc, ce que tu vas poser en déclaratif, un défaut déclaratif, et d'accord. On peut te revenir dessus. Donc, soyez vraiment carrés. On a évoqué tout à l'heure les recours des tiers. Ouais. J'ai envie de dire aussi, regardez le voisinage, parce que si tu arrives dans un village, tu ne connais personne, et puis que par malchance, tu choisis le terrain qui est à côté du gars le pire du monde, le plus procédurier de la région, là, t'es mal barré. Hein. Et ça, c'est une question que j'avais. Alors, je vais peut-être même vous la poser tout de suite. Ça nous est arrivé maintes et maintes fois de randonner sur un terrain identifié comme communal, comme ayant une possibilité de passage, etc. Et de se voir partir au cul les propriétaires qui arrivaient tout bras en l'air en nous disant « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Et on leur sortait la carte du GR20 en leur disant « Mais regardez, on a le droit !» Non, j'ai vu avec la mairie, ici c'est chez moi, tant qu'on est là, vous ne passerez pas, faites-moi demi-tour tout de suite. Alors qu'on voyait les bornes de géomètre, qu'on voyait mais le gars il est garé en plein milieu, il n'en démord pas, c'est chez lui. Alors qu'il n'y a aucun document juridique administratif qui dit que c'est chez lui. Mais le gars ne veut pas. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Tu leur donnes des paniers de champignons que tu as dans les mains et puis tout se passe bien. Tu repars avec l'autre panier. Le dernier qu'on a croisé, d'ailleurs, c'était pas bien loin. Le panier de champignons n'aurait pas suffi. Hein. Je croyais qu'il allait sortir le fusil, sans rire. Ça en est arrivé là. Et quand on a donc prévenu la mairie, ils nous ont dit « Ouh là là, mais c'est des fous ». Donc on a dit d'accord, mais enfin c'est des fous, c'est une chose, mais qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe dans ces cas-là pour les bichons qui nous... C'est quoi? C'est gendarmerie? Comment ça se passe? Alors tu fais bien de poser la question aux 2 Christians que nous sommes, le maire et le géomètre. Je suis au cœur souvent de litiges comme ceci, ça peut être des particuliers qui s'approprient. Alors justement, la question, j'ai un exemple en tête de propriétaires dans un village qui depuis des générations sont là. D'ailleurs, quand tu regardes le nom des gens qui habitent le hameau, qui sont moins de 10, petit hameau, en général, on retrouve la même filiation, le même nom de famille au-dessus. Et ils prétendent aujourd'hui avoir prescrit le chemin. Donc ça veut dire qu'on se l'est accaparé au bout de 30 ans. C'est la prescription acquisitive.
Ils peuvent aussi prétendre qu'ils ont toujours été propriétaires du chemin, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ils vont dire que ça a toujours été le leur, donc à leur famille, à leur aïeul. Donc ça, c'est leur façon de se défendre. Et puis, bien sûr, la mairie, elle va mettre en avant le fait qu'elle a entretenu ce chemin, que quand un arbre est tombé, ils étaient bien contents que ce soit les agents municipaux qui viennent débiter l'arbre pour laisser le passage des promeneurs. À propos de promenade, donc si tu randonnes souvent, tu vas avoir comme référence les guides de randonnée et tu vas suivre les GR. Donc là, ce sont des chemins qui s'imposent un peu plus, je dirais, par rapport aux autres, parce qu'en général, les sentiers de grande randonnée ont été référencés, sont bien connus, sont balisés. Donc là, il n'y a pas bien de souci en général sur ceci. Mais quand tu t'écartes et tu vas sur des chemins ruraux, c'est la désignation juridique pour les chemins qui sont propriété privée des communes. Donc en général, les chemins ruraux vont desservir des terrains agricoles ou quelques bâtiments isolés, ou traverser un bois, ou relier une départementale à une autre, par exemple. Donc ces chemins ruraux sont propriété privée des communes. Et c'est là que serait en difficulté, puisque j'ai bien dit privé. Donc ils sont en quelque sorte fragiles, ces chemins. Et si quelqu'un sans le savoir, peut-être a un jour labouré malencontreusement le chemin ou a planté des arbres sur ce vieux chemin qu'on ne voyait plus trop, eh bien, là va commencer à naître peut-être effectivement un gros litige qui se terminera peut-être au tribunal administratif, au tribunal civil pour trancher. Donc, l'exemple que tu donnais n'est peut-être pas tranché devant la justice. Il est certainement connu des riverains, donc il y a peut-être plein de gens aux alentours qui auraient évité de passer là où tu t'es aventuré. Mais voilà, c'est un grand débat puisque. Mais donc en gros, c'est pas ni noir ni blanc. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, tout à fait. Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que on pourrait dire, bah écoutez, moi, ça c'est vous qui me dites que c'est chez vous. Moi, je vois que sur une carte, j'ai le droit de passer. Je ne fais pas de mal. Je viens en paix. Je veux juste aller de l'autre côté rejoindre le truc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rester là. On va appeler la gendarmerie et puis ils vont trancher. Certainement pas. Voilà. Ils vont pas trancher. Non. Alors, comment ça se passe C'est dingue. Restons courtois, fais demi-tour peut-être si on te menace. Mais comment ça se passe, Christian? Toi qui es maire et qui as la communauté de communes. Moi, j'ai jamais eu ce problème sur ma commune personnellement. On a toujours réglé les problèmes de façon intelligente, je dirais, ou de bon sens. Par contre, il y a d'autres communes qui font partie, dont une commune que je pense qui fait partie de la communauté de communes, où il y a un litige comme ça. Ouais. Mais le litige, il vient aussi des riverains qui ne veulent pas se plier au fait de la commune. La commune a gagné, mais elle ne peut pas arriver à faire appliquer le truc. Oui, voilà, c'est toujours des récalcitrants. Alors, je voudrais rajouter, parce qu'il y a une évolution au niveau juridique, c'est que les communes avaient déjà la possibilité ou même l'obligation de répertorier toutes les voies communales. Et là, je fais une petite parenthèse juridique, je m'excuse, mais c'est un peu la particularité de mon métier aussi. C'est intéressant. Les voies communales, ce sont toutes les voies qui sont gérées par la commune et qui partent du centre du village ou de la ville aussi. Donc, ces voies communales ont un grand intérêt et sont entretenues parfaitement par les communes. Ça aussi leur occasionne un certain coût. Le problème, c'est que les voies communales font partie du domaine public de la commune. Voilà. Donc, les communes ont l'obligation d'entretien sur les voies communales. Alors que sur les chemins ruraux, c'est le domaine privé de la commune, comme Christian l'a dit tout à l'heure, et on n'a pas obligation d'entretien. On peut laisser un trou sur un chemin rural, on ne sera pas attaqué. Voilà. D'accord. Il faut faire la distinction sur ces deux voies qui peuvent être vraiment similaires. Hier, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'étais sur une voie communale, qui se termine en impasse et qui se poursuivait par un chemin rural. Donc j'étais là avec un élu pour voir la délimitation du chemin rural, un chemin de terre, la plupart du temps, qui a été délimité avec un procès-verbal de bornage. Et avant, on a fait un alignement avec le représentant de la commune pour dire la limite du domaine public. Où peut-on trouver ces cartographies dans les mairies? Justement, c'est ce que je commence à expliquer, c'est que les mairies font un tableau de classement des voies communales pour dire de façon très explicite quels sont les linéaires de voies qui sont du domaine public. Donc nous, on dresse une cartographie précise de cet inventaire de voies communales avec le linéaire qui est détaillé dans un tableau. Le linéaire permet aux communes de toucher des dotations, des subventions pour l'entretien qui est important. Et puis maintenant, c'est ça la nouveauté, les communes peuvent, et je les encourage toutes, à répertorier leurs chemins ruraux. Et de ce fait, avec une enquête publique, les chemins ruraux seront reconnus comme tels
sous l'autorité du maire, mais avec l'enquête publique, et la population ne sera pas sans connaître dans quelques années l'existence et le répertoire précis des chemins ruraux. Et ça peut être ça un évitera ce référentiel. genre de Après, soucis. voilà. Ça évitera. Alors, il y aura toujours des problématiques de gens qui vont venir essayer de s'accaparer un bout de chemin, de bonne foi ou pas. Voilà. Mais la commune, les communes auront un meilleur moyen de défense en pouvant prétendre j'ai répertorié mes chemins ruraux aussi, comme les voies communales. Et on ressortira ce tableau dans 10 ans, dans 15 ans ou plus pour dire regardez, messieurs, dames, c'était bien dit que ce chemin qui est au droit de votre maison est un chemin rural. Donc, bien sûr, vous n'avez pas le droit d'y faire votre piscine, de faire votre jardin. Voilà, d'empêcher quelqu'un de passer. D'empêcher quelqu'un de passer. Voilà. Très bien. C'est très intéressant. On a une question un peu marrante parce qu'on arrive, on touche au but, messieurs. Hein. Quel a été le projet le plus farfelu que vous avez pu voir? Christian, je vais commencer. Allez, si tu veux, commence, Christian. Je cherche pour l'instant. Parce que je n'ai pas parlé d'innovation dans notre métier, les géomètres experts, et l'innovation technologique par les scanners 3D. Donc, j'ai été un petit peu curieux avant de venir ici ce matin et j'ai vu un petit reportage où quelqu'un utilisait un scanner. Oui. Je sais plus si c'était un charpentier ou quelqu'un vraiment du bâtiment. Donc, nous, on utilise aussi des scanners, mais extrêmement précis. Et les choses originales qu'on peut faire, ce sont justement des scans en 3D de bâtiments anciens. Et ça, c'est intéressant aussi pour les architectes comme Sylvain, puisque avec le scan 3D d'un bâtiment ancien, donc qui dit ancien, veut dire un peu tordu, avec des murs qui font tantôt, ça sent le vécu, chez Anthony. Donc des murs qui font tantôt 60, 75 de large, et puis plus loin 50 cm. Donc on scanne en 3D les bâtiments, on va faire des plans en coupe, on va faire des élévations, on va faire des plans de façade, tous les niveaux sont représentés. Si on le veut au centimètre près, on peut détailler toutes les infractuosités d'un mur, hein, si on le souhaite. Mais surtout, l'architecte, derrière, avec nos plans, va pouvoir monter la charpente précisément et savoir que telle pièce va faire exactement au centimètre près telle longueur, puisque elle va reposer de tel côté sur des points qu'on aura relevés très, très précisément. Donc ça, c'est des interventions un peu originales qu'on fait dans le cadre de nos travaux quotidiens. Pour l'instant, on a été sollicité pas seulement pour des vieux bâtiments, mais aussi pour des monuments historiques. Donc, l'église de l'endroit où nous sommes a été scannée par nos soins pour que l'architecte des bâtiments de France puisse travailler sur un projet de rénovation, de confortement du bâtiment. Quand tu balances ton scanner dans une église comme ça, tu vois pas que derrière une pierre, il y avait un peu des lingots planqués par un templier. Tu vois pas derrière les pierres, non, malheureusement. Vous n'avez encore pas des scanners qui vont fouiller dans les murs. Ça ne traverse pas encore. Oh là là. Donc on revienne dans 20 ans, Laurent. Donc toi, notre émission. Une idée farfelue comme ça, une demande saugrenue ou quoi que ce soit, t'en as eu un peu? C'est rigolo, ça n'a rien à voir, mais quand on s'est équipé du scanner 3D, qu'on a fait l'église et qu'on a commencé à se faire connaître par rapport à cette nouvelle technologie, ainsi que mes confrères alentours, on est aussi la plupart équipés de ces nouveaux matériels. J'ai eu une demande un peu bizarre un jour d'un quelqu'un qui m'appelle pour savoir si je pouvais scanner sa voiture. En fait, il avait une voiture extrêmement rare qui n'existait pas en miniature. Alors le gars voulait que sa voiture soit produite en miniature. Hein, et donc, il fallait la modéliser en 3D. Il fallait la modéliser en 3D. J'ai dit, pourquoi pas, si vous voulez, on peut scanner et tout. Hein. Ah, bah, c'est un modèle 3D, puis une impression derrière, il voulait faire une miniature. C'est sûr. Sylvain, tu as trouvé un petit... J'ai pioché dans mes mémoires, mais je me dis que finalement, du farfelu, on n'en a pas tant que ça, parce que souvent, nos clients, c'est souvent des projets d'une vie. Ouais. Donc, ils évitent d'être farfelus sur le projet d'une vie, même si on a eu des attentes qui sont un peu particulières. Donc, il nous est arrivé de faire des maisons courbes. Il nous est arrivé de faire, on parlait de yourtes tout à l'heure, j'ai fait des PC pour des yourtes, des maisons en paille, tout type de construction, mais qui finalement correspondent à l'identité. Nous, on est habitué, on fait pas mal de particuliers, c'est 30 à 40% de notre commande, mais finalement, on est habitué à se fondre dans les attentes de nos clients. Mais donc, du coup, j'essaie d'extrapoler et de... Enfin, je veux dire, t'as pas eu de demande du style ça nous tient à cœur que vous nous fassiez une cave, on va en faire un donjon, ou des trucs un peu marrants, où tu t'es rentré, t'as dit, mais qu'est-ce qu'ils me demandent, ceux-là? Alors, si, où j'ai eu des... là, on est dans... J'ai eu un cas, par exemple, où je faisais une maison et... Madame me donnait son programme et monsieur ne me parlait pas. Et au bout d'une demi-heure, il dit, écoutez, moi c'est simple, je veux une pièce qui fait 7 mètres de long par 5 mètres de large avec une forte de diagonale.
Et il me dit, vous vous débrouillez, je la veux dans la maison. Donc, en plus, c'était une maison courbe. Donc, et il me dit, moi, c'est ma seule demande, parce qu'il était dingue de vidéos. Donc, il voulait sa pièce avec son acoustique parfaite. Donc, il m'a donné son volume et il fallait que je le casse dans la maison. Et c'était finalement... et ici, particularité aussi pour ce client-là, il voulait des prises de télé dans ses WC. D'accord. D'audiovisuel. Mais voilà, rien, finalement. On est sur des attentes. Alors, il y a des attentes plus ou moins particulières de nos clients. Des clients aussi, bon, c'est fréquent, où on a un programme et le seul intérêt du programme, c'est finalement comment on va traiter la cave en rénovation. Ce qu'on va en faire. Voilà. Christian, qu'est-ce qu'on a d'original de temps en temps? Un coup de fil, un truc où vous vous dites non, mais celle-là, elle décoince complètement. T'as vu ce qu'elle nous demande? Oui, ça peut arriver, mais... Qu'est-ce que vous avez d'un peu marrant? Pas trop. Pas trop. Non. Quel conseil, toi qui as la communauté, tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent et qui vont bientôt porter un dossier en mairie? Souvent, les professionnels du secteur, moi, ma femme a travaillé dans l'immobilier, elle m'a toujours dit, si tu veux gagner du temps et mettre les chances de ton côté, t'appelles avant la communauté de communes, la mairie, et tu leur demandes ce qu'ils veulent absolument. Et comme ça t'évitera déjà 3 allers-retours, parce qu'on les met déjà tout de suite dans le dossier. Est-ce que tu as des conseils? Dans un premier temps, c'est la commune, c'est toujours la mairie, la porte d'entrée. D'accord. Donc déjà, oui, pour demander conseil, donc ça simplifierait bien. Et pourquoi pas, après, les services instructeurs de la communauté de communes, de façon à bien cadrer le projet. Est-ce que, pour être gentil, on peut amener une boîte de marron glacé à Martine, ou est-ce qu'elle va être outrée et voir ça comme une tentative de l'acheter? Non, c'est pas une tentative de l'acheter. Surtout en ce moment, les boîtes de chocolat, de marron glacé, c'est le moment, donc vous pouvez amener. On va donner 30 secondes à Christian Toinon, géomètre expert, et 30 secondes à Sylvain. D'accord, pareil, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de dire, Sylvain Giraudier, architecte. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, parce qu'on va lancer un chronomètre. Merci, Laurent. Je rajoute et je précise que les secrétaires de mairie sont là pour donner des renseignements et très, très disponibles. Donc, les boîtes de chocolat, c'est pour elles. Éventuellement, le maire s'il traîne dans le coin. Les services instructeurs sont un peu moins disponibles et la porte n'est pas forcément ouverte. Donc, que ce soit en comité de communes ou ailleurs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, allez voir les géomètres experts avec section numéro de parcelle et on va vous donner une multitude de renseignements en quelques minutes. Très bien, et on va continuer avec le récap de Sylvain. Donc, oui, allez voir les professionnels tout de suite en amont qui connaîtront aussi les PLU. S'y prendre assez tôt, parce qu'il faut savoir que les démarches sont assez longues. On n'a pas abordé les sujets tout à l'heure de délai de permis de construire. Mais délai de permis de construire, ça peut être 2 mois, 3 mois, voire 5 mois, plus le recours des tiers. Donc, prendre les choses assez rapidement, parce que généralement, on n'est pas très pressé au début, mais on est pressé à la fin. Donc, pas perdre de temps au début et d'aller demander conseil aux professionnels aussi vite que possible, même si on ne souhaite pas donner une mission complète aux professionnels. On peut très bien faire des missions juste de conseil. Fini. Eh bien, écoutez, merci. Moi, je finirai par, quand même, je conclurai cette émission d'abord en vous remerciant. Mais j'ai envie de conclure par un dernier conseil. Je me le permets, j'ai le droit, moi, un chrono ou pas, je fais ce que je veux, c'est chez moi. Donc, je vais me permettre de dire, n'ayez pas peur de pousser la porte des professionnels. On a souvent un peu peur, même d'aller taper à la porte de sa communauté de communes. On s'imagine se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Je vais les déranger. » Dedans, il y a des professionnels qui pourront vous répondre. Et si ces gens ne peuvent pas vous répondre pour tout un tas de raisons, ils pourront vous orienter vers des gens compétents pour vous répondre. N'hésitez pas à pousser la porte d'un architecte. Ce sont des gens qui ont fait des études pendant des mois et qui ont galéré à trouver une école. Aujourd'hui, ils ont pignon sur rue, donc n'hésitez pas à aller leur demander des conseils. Et tout pareil pour les géomètres qui ont plein d'utilités cachées. On vous fera revenir parce que c'est vrai que dans la tête du Pékin moyen dont je fais partie, le géomètre, c'est le mec que tu vois sur le bord de la route avec sa lunette qui te pose 4 bornes dans une maison, enfin sur un terrain, mais on vient de comprendre que vous faisiez aussi de la modélisation de bâtiments, du relevé topographique et que ce sont des métiers où ça cherche du jeune. Donc, on vous fera revenir et surtout, n'oubliez pas de pousser la porte. Merci, je vous raccompagne. Merci, bravo. Merci, Laurent. Merci. Donc là, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en podcast, très bien. On s'est levé, on est devant l'établi. Exactement. Et tu nous as amené un trépied de la marque Bosch, on peut le dire. Oui.
Et un laser rotatif de la marque Bosch aussi. On peut donner la référence pour les bichons qui nous écoutent? La référence, c'est GRL 500 HV. Les bichons, celui-ci, il est plus commercialisé, mais il a été remplacé par un modèle qui est équivalent. Qui fait à peu près la même chose. Exactement, il fait la même chose. En fait, si tu veux, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est une espèce de gros cube dans lequel on va avoir un laser, un faisceau laser qui va être relativement puissant et qui va se mettre à tourner. C'est ça. Il est vert ou rouge? Celui-ci est rouge, donc on va avoir une moins bonne perception qu'un laser vert. Mais j'ai envie de dire, avec ce type de laser-là, on s'en fout un peu. On s'en fout puisque souvent, ce sont quand même des lasers qui sont destinés à 90% à l'extérieur. Exactement, et ils sont surtout à destination d'une utilisation avec une deuxième partie, c'est cette cible-là. Donc dans la main, j'ai un petit boîtier. Comme une télécommande. Exactement, comme une télécommande qui va me permettre de faire marcher mon laser. Donc là, justement, je l'allume. Il va s'auto-niveler et une fois qu'il est calé, il se met à tourner. D'accord, très bien. Donc ça va servir essentiellement aux gros œuvres, comme j'ai pu te dire, donc que ce soit pour faire du terrassement, que ce soit un maçon, que ce soit aussi des personnes qui vont faire de l'aménagement paysager, parce qu'on va surtout se servir de cette cible-là. Donc de la cellule. Exactement, de la cellule qui va venir croiser le faisceau du laser. Paysagiste, maçon, terrassier. Exactement. Et pourquoi en fait? Parce que on va avoir une portée grâce à la réception ici optique qui va jusqu'à 250 mètres. D'accord. Donc là, on l'a entendu biper. Pourquoi? On a un affichage avec un écran qui va nous dire quand est-ce qu'on se positionne. Ah oui, donc sur la télécommande, en gros, tu as 2 flèches. Voilà. Quand la télécommande détecte le faisceau, mais que tu es un petit peu trop haut, la flèche va te dire de descendre. Exactement. Et quand tu es trop bas, elle va te dire de monter. Et quand tu es bon, elle te met une ligne en te disant que tu es bon. Donc quand notre ami Christian Géomètre va faire un relevé topographique, il va prendre un point de référence grâce à ce laser sur le terrain. Et ensuite, à l'aide d'une tige, comme tu as, d'une mire. C'est un nom, ça? Pour moi, là, je suis en mode... Pour moi, c'est une pige. C'est-à-dire que ça va nous donner une valeur de référence. Par exemple, si on est sur un terrain, admettons, je prends mon point le plus haut, je dis que c'est mon point de référence, c'est mon point 0. D'accord. Je note sur mon plan Exactement. qu'à tel endroit du terrain, j'ai 0. Le plan qui a été fait par le géomètre. Moi, Très typiquement, bien. c'est ce que j'ai fait là aussi sur mon terrain. Très On bien. continue encore Très bien. avec ça. Il y avait les relevés topo, mais moi, j'avais besoin d'infos, j'ai refait ça. Donc, je suis parti avec un niveau comme celui-ci. Et ensuite, j'ai pigé aux 4 coins du terrain pour me dire, bah voilà, par rapport au point initial, j'ai une différence de hauteur de X millimètres. Et puis, une autre utilisation que j'avais pu faire sur un précédent projet, j'ai dû construire une mezzanine avec des IPE. On va dire, c'est les grosses poutres, en fait, qui sont en forme de I métallique pour pouvoir faire une construction et une mezzanine dessus. Et ben, je me suis dit, le meilleur moyen pour pouvoir précisément faire mes découpes de tous mes poteaux qui sont verticaux, et ben, j'ai pris un mètre, une pige. J'avais pas de cellule, j'ai fait tourner mon laser et je me suis dit, celui-ci sera pile à cet emplacement, il va faire 2,04. Tu as reporté le faisceau laser qui est venu taper sur la pige. Voilà. D'accord. Alors ça c'est parfait, surtout pour l'intérieur. Exactement. Ça, c'est une autre... À l'extérieur, ça marche pas si t'as pas de cellule. À l'utilisation, à l'extérieur... Il faut y faire la nuit. Il y en a qui ont essayé, c'est chiant de travailler la frontale. C'est ça, même la nuit. Et en fait, de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui est dédié à l'extérieur, parce que tu vas pas avoir de mur, donc le faisceau, il va jamais s'arrêter. Oui. Donc c'est très compliqué de le voir. Donc là, en utilisant le récepteur, c'est génial, on va pouvoir se positionner et venir tout ajuster. Après, autre chose qu'il faut dire aussi aux bichons, à l'utilisation sur ce type de laser-là, parce qu'on est quand même sur le gros œuvre, il y a un entretien, c'est-à-dire qu'il y a des vérifications à faire avec des temps, des périodes, pour être sûr d'avoir toujours une précision qui soit bonne et du coup de faire du bon boulot. Donc ça veut dire qu'il faut les ramener en SAV pour les faire calibrer? Exactement, en fonction de... Je sais que sur une autre marque, avec un maçon qui utilisait du Stabila, et ben, il va renvoyer ça une fois par an, une fois tous les 2 ans. Il y a un forfait qui est prévu. Il y a un forfait aussi chez Hilti, il me semble. Exactement, et ils viennent vérifier pour se dire, bah voilà, ce que tu vas faire derrière en taf. C'est calibré. Et voilà. Et t'es sûr qu'il est certain qu'une fois qu'il a passé 1 an à se balader dans le camion, à tomber du trépied, etc., t'es sûr et certain d'être toujours nickel et de pouvoir faire du bon boulot. Comment ça marche? Ça marche à pile, ça? Alors celui-ci, il va marcher avec une batterie interne. D'accord. Sachant qu'une fois qu'il est chargé, ça va recharger les 2 éléments, que ce soit l'élément portable ou le laser en lui-même. Et après, tu as 25 heures d'autonomie. 25 heures d'autonomie, oui. Donc là, déjà de t'amuser, quoi. Là, c'est vraiment pas mal.
25 heures d'autonomie. X, Y, il va tirer quand même un point central au milieu. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On leur mettra le lien dans la description. Exactement, bah forcément peut-être du modèle qui a remplacé celui-ci. Et puis, bon, mon Anto, moi, je te dis quoi? Je te dis à la prochaine matinale. Carrément, prochaine matinale ou alors prochaine pause café aussi, les jeudis, les bichons. Comme d'habitude, cette émission, on était très 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 heureux de vous la proposer en vidéo ici au studio sur YouTube. On est aussi très heureux de pouvoir vous la proposer en podcast. On espère que ça vous aura plu. On vous dit à la prochaine. Bah avec grand plaisir. Salut les bichons. Ciao. À la prochaine. Allez, bye.